Bonsoir, bonsoir tout le monde. On est ravis de vous retrouver après la petite pause estivale pour la suite du cycle de formation, donc le jardin de demain. Euh, Comme vous l'aurez remarqué, on a changé un peu de programme pour la visio. On est passé sur Teams, donc j'espère que tout va bien se passer. On a laissé Zoom voilà, pour faire un test et pour voir si on passerait à l'avenir sur l'interface Teams. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Euh, Ce soir, on va avoir une présentation de Louis par rapport au jardin forêt. Donc, Louis, il est arrivé il y a un an chez Adalia. C'est la première fois, je pense, que vous le rencontrez dans le cadre du cycle de formation. Donc, oui, il est arrivé il y a un an chez Adalia. Il est diplômé en agronomie avec un master en sciences et gestion de l'environnement. Et donc, c'est un grand passionné de tous les systèmes agroforestiers. Et voilà, il est ravi de nous apprendre ce soir, de nous en dire un peu plus sur la thématique des jardins-forêts. Du coup, Louis, je te laisse la parole. Ah oui, présenter, pardon, ASB. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Adalia et dont c'est la première visioconférence, je vais juste présenter la SBL pour laquelle on travaille. Donc, la SBL, c'est Adalia 2.0 et c'est une ASBL qui a été créée en 2001 et qui a comme principale mission de promouvoir la conception et la gestion durable des espaces verts, donc aussi bien publics que privés, dont les jardins, en y donnant plus de place à la nature et donc d'accompagner, de conseiller, de sensibiliser sur toutes les alternatives aux pesticides et sur la gestion écologique, aussi bien le public professionnel que le public particulier. On réalise ces missions par le biais de différentes actions, dont les formations théoriques et pratiques et les visites de terrain qui rentrent tout à fait dans le cycle ici du jardin de demain. Beaucoup de rédaction de contenu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos newsletters avec plein de conseils, à des newsletters qui partent régulièrement avec plein d'informations sur des thématiques de gestion écologique, avec des démonstrations de machines, des colloques, voilà, et beaucoup de stands. Vous nous retrouvez aussi pas mal sur stand, dont ce week-end à Hortifolie. Je ne sais pas si vous serez présent, mais n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou si vous passez sur Jean Blou durant le week-end. Voilà. Louis, je te laisse la parole pour la présentation. Et donc, les questions, comme d'habitude, c'est via le chat. C'est le même principe qu'avec Zoom. Il y a l'onglet conversation au-dessus. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation et on y répondra en fin de présentation. Merci, à Ah, tout à l'heure. super, merci Julie pour cette belle introduction. Euh, du coup, on va se lancer sur le sujet des jardins-forêts. Et donc, pour commencer, je vais vous présenter brièvement le plan. Donc, cette présentation va se faire en trois parties principales, qui seront d'abord un début sur la présentation du modèle de jardin-forêt. Déjà, c'est quoi et pourquoi mettre en place un jardin-forêt? Et ensuite, si une fois que vous serez convaincu et que vous aurez envie de foncer dehors faire un jardin-forêt, ça tombe bien, je vais expliquer comment en fait mettre les bases. En tout cas, je vais donner les bases parce que je le dis déjà d'emblée, c'est un sujet très très large et c'est pour cela que je vous donnerai des sources à la fin, mais il sera difficile, en tout cas difficile avec les connaissances en une heure d'apprendre à faire un jardin-forêt de A à Z. Et pour terminer, je vous donnerai un peu des plantes pour avoir des exemples concrets de plantes à mettre dans un jardin forêt et ce, strate par strate. Et ça, on verra ce que c'est les strates justement plus tard. Alors, euh, on- si Julie, tu es prêt, il y a une première petite question. Euh, En un mot, qu'évoque pour vous le jardin forêt?
car je suppose que si vous avez rejoint cette conférence, ce live, ce webinaire, je suppose que ça vous disait déjà quelque chose, mais selon vous, ou alors peut-être que vous êtes curieux, mais selon vous, ça évoque quoi ce terme? Donc normalement, il y a un petit écran qui est apparu. Il y a une petite boîte qui est apparue, je ne sais pas si tout le monde la voit, et vous pouvez entrer un mot pour faire un nuage de mots et voir un peu ce qu'il ressort. Si vous voyez, voilà. Ah, je vois les premiers mots qui apparaissent. Donc voilà. N'hésitez pas à dire ce qui vous passe par la tête. Peut-être pas Il y a trop de des mots bêtises. qui vous parlent. Si vous voyez des mots apparaître qu'un autre participant a mis, vous pouvez mettre un petit pouce dessus pour appuyer sur le fait que ça, c'est un mot qui vous parle aussi. Voilà, il faut pas hésiter. Alors, c'est pas dans conversation qu'il faut mettre. Normalement, il y a un petit onglet qui s'est ouvert. Et peut-être il est caché quelque part. Donc, c'est pas dans la partie conversation qu'il faut indiquer. C'est dans le petit Mais pop-up qui a dû se mettre. ouais. Et si le pop-up ne Sinon, je vais s'affiche pas, retranscrire. il est également dans le chat. Il y a moyen d'interagir dedans. Mais on fait des petits tests avec Teams pour voir si, Je vais remettre si c'est moyen ce qui a été d'interagir, on mis. sort bien. Ah, il y a un message d'erreur. Ah Ça bon, on doit voit quand pas même être des réponses qui désactivé quand arrivent. j'essaie d'écrire. Oh, je retranscris, n'hésitez pas à mettre dans le chat, alors je remets dans la petite en parallèle. Voilà. Mais c'est bien, comme ça on voit un peu déjà ce que ça évoque pour vous. Euh, ouais, on voit pas mal de termes intéressants. Multistrate, abondance spontanée, optimisation d'espace, diversité, voilà. Fraîcheur aussi, comme dans toute forêt. Et principalement de la nourriture qui est mise en avant, dense, la densité, voilà, il y a plein de choses qui apparaissent. Mais c'est tous donc, que des bonnes choses. Et je vois que vous n'êtes pas trop à côté de la plaque et donc vous, probablement, vous connaissez déjà un peu ce système agroforestier. Hop. Du coup, sans, bah déjà, le nom, je vais vous expliquer brièvement, hein. Là, j'ai vu que j'ai face à moi quand même des gens qui s'y connaissent. Si vous avez déjà entendu parler du terme, mais il y a plein de termes, il y a plein de termes différents pour parler de la même chose au final, surtout en francophonie. Donc, on peut dire jardin-forêt, forêt-jardin en inversant. Il y a les jardins-vergers, les forêts fruitières, les forêts nourricières, les forêts comestibles. Il y a plein de termes qui apparaissent. Mais pour reprendre une définition et qui est celle de Wikipédia, voilà, je vous la mets, je ne vais pas vous la lire en entier. Mais au final, le jardin-forêt, c'est un système agroforestier, un système agricole qui va tenter d'imiter la forêt af- en favorisant des plantes utiles à l'homme et donc, ça va se baser principalement sur des cultures pérennes, contrairement à ce que fait l'agriculture aujourd'hui. Et souvent, ça va être conçu dans des... voilà, c'est un mode d'agriculture qu'on va voir qui est partout dans le monde, surtout chez les tropiques, qui est un peu oublié chez nous, mais on va justement retomber un petit peu dans l'historique. Alors, pourquoi faire ce webinaire sur le jardin-forêt et pourquoi faire un jardin-forêt chez soi? Alors, juste je vais vous partager brièvement mon petit parcours et pourquoi je me suis intéressé à ce système. Pas parce que j'aime forcément parler de moi, bien qu'au final, c'est toujours agréable, mais surtout parce que je pense que ma réflexion aussi montre tout l'intérêt de ce système. Donc, comme beaucoup, comme peut-être certains d'entre vous, j'ai été dans le cadre de mes études et puis même vu que je suis quelqu'un, j'essaye d'être curieux en tout cas, j'essaye de me renseigner. Voilà, j'ai pris conscience de plein de facteurs assez angoissants qui sont les limites planétaires, typiquement avec le réchauffement climatique, bien sûr, les changements climatiques, mais tout ce qui était la crise de la biodiversité, l'érosion des sols, tout ce qui était les polluants avec les pesticides et autres. Et tout ça, c'était quelque chose qui était quand même pas angoissant, mais qui m'interpellait. Et dans ce cadre-là, j'ai essayé de chercher des solutions
à ce problème. Et dans le cadre de mes études, en réalisant une formation en design en permaculture, je suis tombé pour la première fois face aux jardins-forêts ou les forêts-jardins. Et ça a été un petit déclic pour moi car j'ai vraiment vu dans ce modèle et dans ce système quelque chose qui répondait à peu près à tous les grands enjeux de notre temps. Alors, c'est pas magique, qu'on se mette d'accord, mais qui permettait typiquement de permettre d'agir sur le cycle de l'eau, en stockant plus d'eau, en agissant sur la recréation des sols, donc en luttant contre l'érosion des sols, en recréant du sol, qui permettait de recréer de la biodiversité surtout. Donc c'est un lieu où il y a énormément de biodiversité, et également contre le changement climatique, avec forcément le stockage de carbone qui se fait dans les sols, mais également dans les plantes, et évidemment tout aussi l'aspect social qu'il y avait autour de ce modèle, car c'est un modèle qui est quand même fort tourné vers le partage et vers la propagation, et donc c'était aussi un aspect assez social qui m'intéressait. Alors, pour revenir un peu à l'historique, si aujourd'hui je vous parle d'agriculture, la plupart d'entre vous penseront, si vous fermez les yeux, forcément à peu près à ceci. Donc, des champs, souvent des monocultures, et encore sur l'image d'en haut, il y a quelques arbres, là c'était gentil, mais les arbres, au final, c'est des espaces non productifs, c'est des espaces où les machines ne peuvent pas passer, et c'est l'agriculture qu'on voit en tout cas depuis les années depuis l'après-guerre, c'est ce qui s'est vraiment propagé partout, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça, c'est un système, et même le système d'époque qui était le modèle du champ, le champ de blé, le champ de céréales, et cultivé vraiment en ligne, c'est un modèle qui est arrivé assez tardivement dans notre histoire, et c'est un modèle qui est souvent opposé à la forêt. Donc souvent, pour nous, il y a les forêts qui sont un peu sauvages, bien qu'au final, elles soient souvent très exploitées et des fois intensives, mais il y a encore des forêts sauvages. Et il y a les champs qu'on cultive et qui sont utiles pour la production alimentaire, mais il n'y a plus vraiment d'entre-deux. Alors que historiquement, et c'est ce qu'on peut voir sur ces images-là, que ce soit dans le climat tempéré et dans le climat tropical. Il y a eu par tout temps, et bien avant les cultures céréalières et les cultures comme on le voit aujourd'hui, les cultures classiques, il y avait, c'est d'ailleurs le premier mode d'agriculture créé par l'homme, les jardins-forêts. Ça n'avait peut-être pas ce terme-là, c'était peut-être de l'agroforesterie, mais c'était au final, surtout dans les climats tropicaux, le fait de favoriser les plantes comestibles dans un certain lieu, par exemple souvent à proximité des villages. Et c'est un mode d'agriculture qui est tombé grandement dans l'oubli, en tout cas surtout dans le monde occidental. Pour nous, ce n'est pas, en tout cas dans le modèle agricole et dans la vision occidentale, l'agriculture, c'est des champs. Et pour nous, des forêts, c'est forcément pour le bois, mais c'est pas pour la production de nourriture. Et c'est comme ça que, pour l'anecdote, les colons, quand ils sont arrivés dans le Nouveau Monde, mais souvent sous les tropiques, avec leur point de vue occidentaux, ils n'arrivaient pas à comprendre que les indigènes, qu'ils soient d'Amérique du Sud ou d'Afrique ou d'Océanie, ils n'arrivaient pas à comprendre, ils pensaient que ces gens n'exploitaient pas leur terre, qu'ils ne la valorisaient pas, qu'elle était inutilisée, en tout cas, et qu'ils se contentaient de prélever dans la nature les, la nourriture qui tombait un peu du ciel, alors qu'au final, c'était des zones, souvent des forêts-jardins, donc des zones de forêt, avec laquelle l'occidental n'avait pas à reconnaître qu'il était cultivé. C'était souvent des zones qui étaient cultivées depuis des centaines d'années, qui avaient des arbres plantés par leurs ancêtres, et qui avaient tout doucement, en tout cas, essayé de créer un système où les plantes comestibles étaient grandement favorisées. Et c'est comme ça que l'Occident a pensé, en tout cas à tort, et en même temps, on peut les comprendre car ils arrivaient face à des plantes qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont pensé il fallait revaloriser cette terre, qu'il fallait couper la forêt, qu'il fallait refaire des champs comme en Occident, parce que les indigènes, eux, ne valorisaient pas leur terre, ce qui était un tort. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, beaucoup de gens, si vous faites un jardin-forêt bien fait et qui est bien proche de la forêt, la plupart des gens, on va dire des néophytes qui ne sont pas sensibles, qui ne connaissent pas les plantes, pourraient penser que vous n'utilisez pas que vous travaillez pas dans votre jardin, que votre jardin c'est une friche et que que vous laissez faire, alors que pas du tout, c'est souvent le résultat d'un travail important.
Alors, pour comprendre ce que c'est le jardin-forêt, c'est aussi important de comprendre ce que c'est le climax de végétation et pourquoi. Et donc, pourquoi est-ce intéressant d'aller, de pourquoi faire un jardin-forêt plutôt qu'un champ sous nos climats? Bah, tout simplement car le climax de végétation, c'est le fait que quand on laisse une terre, un sol, qu'on ne travaille plus un sol ou qu'on n'entretient plus n'importe quelle parcelle, naturellement, sous notre climat, la nature va toujours tendre pour revenir à la forêt. Donc là, on voit des images, des scénarios en fonction du temps, qu'on peut voir naturellement dans des friches. Donc, si vous avez un jardin et que vous laissez, vous arrêtez de l'entretenir, ben, naturellement, après une dizaine d'années, ça va revenir tout doucement à la forêt. Ça, c'est le climax de végétation et c'est ce qui se passe chez nous et dans beaucoup de zones du monde. Pas tout le temps, mais dans beaucoup de cas chez nous, c'est ça qu'on entend. Et la mécanisation, justement, et l'agriculture a toujours eu comme but de lutter contre ce phénomène de succession végétale. Et donc, pour lutter contre ce phénomène, concrètement, on était obligé de mettre plein d'intrants, on était obligé de mécaniser. D'avant la mécanisation, on était obligé de, voilà, de faire énormément de désherbage pour justement stopper ce mécanisme et permettre la culture de plantes annuelles, qui sont souvent nos plantes qu'on consomme en majeure partie. Il faut savoir que notre régime alimentaire et que le régime alimentaire global ne dépend que de très peu de céréales, nous avons trois céréales et que de très peu de plantes comestibles. Et donc, on est vraiment dépendant de certaines cultures, de certaines plantes qui sont en grande majorité des annuelles, qui, elles, demandent toujours un sol remis à nu chaque année et euh, donc un sol travaillé. Et ce travail, il demande énormément de moyens, il demande énormément d'énergie, il demande des produits phytosanitaires pour garder le sol à nu. Et tout ça va vraiment à l'encontre de ce que la nature aimerait faire. Pour reprendre une métaphore, l'agriculture conventionnelle, ce serait un peu comme lutter contre le courant d'un cours d'eau. On lutte contre la nature, alors que la forêt jardinée qu'on va développer ici, ce serait plutôt d'accompagner la nature pour qu'il y ait, on va dire, ça demande toujours du travail, mais aller dans le sens de la nature tout en favorisant les plantes qui nous intéressent. Alors, à quoi ça sert de s'allier à la succession végétale? Et ben, ça sert à plusieurs points, à plusieurs niveaux. Ben, premièrement, c'est que ça permet de maximiser la production de biomasse. Donc, il y a souvent un état, c'est souvent le stade de la forêt, mais souvent un entre-deux. Il y a souvent un entre-deux qui nous intéresse dans le jardin-forêt, où on arrive à un stade où on a la plus grande diversité d'espèces, on a le maximum, on a des effets lisières, donc on a plein de milieux qui sont créés. Et donc, dans le jardin-forêt, le but, ça va pas être d'aller forcément vers le stade qu'on voit à l'image, qui est le 6, qui est la forêt, mais d'avoir dans son jardin le stade 3 jusque 6, d'avoir des zones enherbées, des zones avec des premiers arbustes, des zones avec des petits arbres, et ensuite, si on a l'espace, des zones avec vraiment des arbres de grande taille. Et donc, s'allier la succession végétale et donc mettre des zones de forêt, ça permet de recréer tout ça. Alors, concrètement, comment ça fonctionne un jardin-forêt? Ben, ça fonctionne sur quelques principes. Donc, le premier, ça va être d'imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels. Ça va être le premier point. Et pour ce faire, et c'est ça qui est assez exigeant quand on se lance là-dedans, ben, c'est que pour imiter le fonctionnement des écosystèmes, il faut d'abord les comprendre. Donc ça demande souvent de s'intéresser à différents sujets. Ensuite, il faut utiliser toutes les strates de végétation. Et ça, on va le voir après. Il faut courir le sol, comme toujours dans une forêt. Cela va permettre de recréer de la matière organique, recréer du sol, essayer d'avoir pas forcément essayer de casser un peu la linéarité, bien qu'au final, il y a des jardins-forêts, des systèmes agroforestiers qui sont très productifs en ligne. Mais en tout cas, en tout cas, de casser la monoculture surtout. Et tout cela, ça permet d'arriver à une autorégulation, d'avoir moins de maladies, d'avoir plus de production, avec au final moins de travail, moins de temps et moins d'argent, pour parler concrètement. Alors, comme imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels, c'est-à-dire essayer de refavoriser tous les services écosystémiques, donc les services que nous rend la nature, qui sont le stockage de carbone, comme je l'avais dit au début, donc pour lutter également contre le réchauffement climatique, de captation de l'énergie solaire, d'évapotranspiration, donc d'infiltration des eaux,
voilà, redévelopper les nappes phréatiques, de recréer de la biodiversité pour tout ce qui est régulation, de recréer du sol. Voilà, c'est tous ces services-là qu'on va essayer de remettre en place et qu'il n'y a malheureusement pas dans les cultures actuelles, annuelles. Il y a trop peu. Et donc, pour ce faire, il faut utiliser toutes les strates de végétation. Ça, c'est un grand principe du jardin-forêt. Et c'est ça qui démarque le jardin-forêt, par exemple, d'un simple verger. C'est que dans un verger, on va juste mettre une strate arborée, une strate arbustive, des petits arbustes, mais que en dessous, il n'y aura rien. Il y aura peut-être de l'herbe, mais il n'y aura pas d'autres strates de végétation qui côtoient ces arbustes. Alors que ça va être tout l'inverse du jardin-forêt. Et donc, quand on parle de strates de végétation, c'est vraiment un peu la taille et la niche on va dire, dans laquelle se situent certaines plantes. Il y en a beaucoup, et il y en a des fois, on peut parler de 12 strates de végétation. Déjà, la strate mucinale que vous voyez, on va pas en parler. Pour faciliter la discussion, pour faciliter, moi, j'en sélectionne que 4 et je les présenterai un peu après avec des exemples dans la suite. C'est également important, donc pour comprendre un peu les strates de végétation, qu'est-ce qui se passe quand on assemble différentes plantes qui occupent différentes strates? Ben, on arrive à ce qu'on appelle des guildes végétales. Alors, c'est quoi des guildes végétales? Ah, il y a peut-être une question, Julie, en fait, il me semble. Non? Il me semble que c'est trop tard, là. C'est un peu trop tard? Ouais, c'est pas grave. Ouais, on peut la lancer quand même parce que c'est vrai que je pensais que j'avais mis un... Je me suis un peu Tellement emballé, dans je ton pensais. sujet que, ouais, c'est ça. Ok, Je peux la mettre quand même? je lance Alors, la question, mais apparemment tout le monde ne voit pas cette petite tout le monde application ne avec voit pas les les petits... quiz. En gros, je vais peut-être la dire tout haut et ceux qui ne le voient pas répondent dans les chats. Donc, on vous demande que signifie une guilde végétale? Réponse numéro un, une association de botanistes aussi bien amateurs qu'experts. Réponse numéro 2, une association de plantes qui interagissent et s'entraident en créant un écosystème stable et durable. Ou réponse numéro 3, une association de plantes prêtes à partir à l'aventure. Une guilde Ah ouais. végétale. Bah du coup, désolé, mais je pensais que j'avais mis une petite apparition pour ne pas le faire, mais apparemment la slide est apparue direct. Et donc, je vois que tout le monde est très fort et en grande majorité a répondu la bonne réponse qui était donc des associations de plantes qui s'associent bien ensemble. Et comme je l'ai dit, au final, c'est vraiment le but, c'est d'associer des plantes de différentes strates qui ont donc des systèmes racinaires qui ne rentrent pas en compétition et qui occupent différentes niches écologiques et qui donc, au lieu de rentrer en compétition, vont plutôt s'entraider pour se favoriser l'une l'autre. Là, typiquement, sur l'image, vous avez une guilde qu'on retrouve souvent chez nous, qui est des forêts avec la présence d'ail des ours, donc des forêts avec des arbustes et autres, et en dessous, une plante qui, justement, se développe que dans le sous-couvert forestier, qui est l'ail des ours. Ça pourrait être également la spirule odorante, qui est aussi une plante pas directement comestible, mais qui peut faire des infusions. Et pour parler concrètement, typiquement, il y a aussi des guildes, on va dire, annuelles. Donc là, il y a la milpa, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, si vous connaissez ou pas, c'est un mode de culture aztèque qu'ils utilisaient à l'époque des Aztèques et qui était l'association de différentes plantes annuelles de là-bas, qui étaient le maïs, la courge et les courges, parce qu'il y a plusieurs variétés de courges, et les haricots. Et comment ça marchait? C'était d'associer des plantes, et ça, on peut typiquement le refaire des fois en jardin-forêt, avec pas forcément avec des annuels comme ici avec la milpa, mais avec des vivaces, mais d'avoir voilà, le maïs qui, lui, va servir de support au haricot qui va grimper dessus, le haricot qui va fixer l'azote atmosphérique, l'azote pour nourrir le maïs et la courge, mais surtout la courge, et la courge qui va couvrir le sol pour éviter le désherbage et maintenir le sol au frais. Donc ça, typiquement, c'est trois plantes qui fonctionnent assez bien ensemble, mais voilà, c'est un exemple de guilde qui pourrait annuel, mais dans le jardin-forêt, dans ce cas-ci, on essaierait plutôt de faire courir les courges au pied d'arbres fruitiers, de faire monter les haricots sur des petits arbustes, et d'inclure dans des zones de clairière les maïs. Typiquement, là j'ai repris un exemple de chez moi.
d'une petite zone, mais c'est par exemple d'associer des fruitiers. Donc là, on voit sur l'image, il y avait un pommier, mais ils sont encore assez jeunes. C'était une zone assez jeune, avec du gingembre rustique, du gingembre japonais, de la rhubarbe, de la consoude en temps pour nourrir le système, et des épinards vivaces et plein d'autres plantes. Donc au final, on a l'impression, on voit dans cette image, il y a une dizaine de plantes comestibles qui poussent proche du pied de ce pommier. D'ailleurs, actuellement, c'était il y a 2 ans cette photo. Actuellement, j'ai aucun travail de désherbage, si ce n'est que de récolter l'épinard pour qu'il ne recouvre pas tout. Euh, et donc, justement, dans un jardin forêt, un point important dans ces guildes, ça va surtout de se concentrer sur des plantes vivaces. Alors, c'est quoi des plantes vivaces? C'est des plantes qui vont avoir un cycle de vie sur plusieurs années. Donc, ils vont vivre plusieurs années, contrairement aux souvent, qui sont des plantes qui vont faire leur cycle de vie en une année et qui vont donc sur quelques mois monter en graines, passer l'hiver en dormant sous forme de graines et ensuite ressortir au printemps. Mais du coup, ce qui nous intéresse dans un jardin forêt et ce qu'on utilise très peu dans l'agriculture actuellement, ce sont les plantes vivaces. Ces plantes vivaces, elles sont intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles permettent souvent de produire plus, qu'elles me demandent beaucoup moins de temps d'entretien, vu qu'une fois qu'elles sont plantées, ben, c'est fait, elles sont plantées, il suffit juste de les entretenir pour les favoriser. Et une fois qu'elles ont pris, on va dire, elles se sont développées, elles font des réserves d'année en année, elles se développent et elles ne demandent, si ce n'est des récoltes, presque plus d'entretien. Il y a également des plantes annuelles qu'on peut inclure dans le jardin forêt, mais typiquement alors des plantes qui se ressèment facilement. On peut penser, celles ne sont pas forcément comestibles, mais des bourraches, des soucis pour l'aspect médicinal, des roquettes vivaces qui se ressèment assez bien, voilà. Et au final, une fois qu'on a plusieurs plantes, ben, ça se propage assez rapidement. Et le système peut inclure bien sûr des plantes potagères. Donc le but, c'est pas de dire qu'on ne fait que du vivace, mais que on va en mettre un peu moins ou un peu plus en fonction de notre temps, car le problème des potagères et annuelles, c'est qu'elles demandent souvent beaucoup plus de temps. Un point important dans un jardin forêt, ça va aussi être de mettre au-delà des plantes alimentaires, mais également des plantes qu'on appelle dites AFI, des essences AFI, c'est-à-dire des essences architecturales, fertilisantes et ingénieures. C'est-à-dire donc des plantes qui vont être là, pas pour nourrir, mais pour permettre la fertilité du système. Typiquement, on peut penser à la consoude qu'on voit sur l'image, donc une très belle plante mellifère qui est super pour la biodiversité et qui, avec ses grandes racines, va aller chercher énormément de potassium dans le sol. C'est un super engrais vert pour plein de fruitiers. Et donc, euh, la consoude dans ce cas-ci peut être mangée en faible quantité parce qu'il y a quand même des alcaloïdes dedans, donc il ne faut pas en manger trop. Mais c'est une super plante à plein niveau, surtout pour son aspect biodiversité et pour le potassium qui permet d'être mis au pied des arbres fruitiers pour justement leur apporter un élément qui est souvent assez rare et qui est souvent fort demandé sur les arbres fruitiers. Mais également les trognes. Donc ça, on va le voir après, mais c'est vraiment en gros d'avoir des essences qui ne sont pas là pour nourrir, mais pour la fertilité du système, pour recréer de la matière organique et pour recréer du sol. Et donc, surtout, un bon exemple et qui est quelque chose qui est super dans le jardin forêt, c'est les trognes et les arbres têtards. Et donc, ça peut être pratiqué sur la majorité des plantes, des arbres à croissance rapide, pas que. Je vais vous mettre un tableau après. Mais ça, c'est vraiment un système qui permet donc, au lieu de mettre un arbre, de le couper et de l'arracher, c'est-à-dire de le couper à la base, on va le couper à une hauteur et chaque année, il va se recéper, il va refaire plein de branches et il va faire ces boules qu'on voyait souvent dans les paysages à l'époque, parce que on appelle ça aussi l'arbre paysan, parce que c'était ce qui permettait de produire le fagot de bois. Et donc, à l'époque où on se chauffait avec le bois, c'était vraiment un essentiel dans tous les champs. Il y avait énormément de trunks pour produire du bois, car c'était vraiment un système hyper productif et surtout quelque chose qui est hyper intéressant pour la biodiversité, car dans ces grosses boules de bois, il y avait souvent des petites cavités qui se faisaient et donc ça permettait d'abriter plein de chouettes et d'autres animaux que Julie adore. Et donc typiquement, si vous voilà, c'est vraiment un super système à plein de niveaux. Et ça peut aussi également être fait avec des plantes et des arbres comestibles. Donc, typiquement, je peux donner l'exemple du tilleul, mais une trogne de tilleul. Donc, le tilleul, c'est un arbre avec des feuilles comestibles, surtout quand elles sont jeunes. D'ailleurs, on faisait de la farine de tilleul, qui est plutôt en temps de guerre, mais qui est quand même qui est quand même très bonne, pour en avoir déjà essayé.
Donc, typiquement, on pourrait également lier ça à la production. Il y a d'autres arbres qui ont des feuillages comestibles, on les verra après. Donc, voilà. Mais c'est surtout intéressant pour l'aspect biomasse. Voici Là, il y a un petit tableau qui vient de Trogne de Wallonie qui permet justement de faire un tri des différentes trognes en fonction de leur usage. Et donc, vous avez qu'il y a différentes essences. Au final, il y a beaucoup d'arbres qui peuvent marcher, mais ceux-ci sont on va dire, les plus adaptés à être trognés. Et on voit forcément une petite illustration à gauche qui met en avant cet aspect biodiversité. Et donc justement, en parlant de biodiversité, ça va également être un point crucial du jardin-forêt. Pas que parce qu'on a envie de recréer pas uniquement parce qu'on aimerait, voilà, on aime bien les petits oiseaux, on aime bien avoir plein de vie dans notre jardin, mais également parce que cette vie, ça nous permet, ça se justifie pour différentes raisons. Donc déjà, comme on l'avait dit, ça permet de réduire et contrôler les attaques de ravageurs, de réduire la présence de maladies, mais ça permet également, en plantant différentes plantes, en plantant différentes variétés de plantes, des plantes différentes, ça permet d'étaler des floraisons, ça permet d'étaler des fructifications, et donc ça permet d'avoir au final des fruits toute l'année, qui a une grande majorité de l'année, et ça permet du coup aussi aux insectes d'avoir à manger tout le long. Donc, il faut leur offrir, comme on dit souvent, il faut offrir le gîte et le couvert à toute cette faune. Et donc, il faut leur offrir à manger, mais également des abris. Et ça, je vous renvoie vers les formations que Julie a déjà données sur comment accueillir la faune sauvage au jardin. Euh, un point important, ça va également être un point qui me semble important, c'est également de la permaculture. En tout cas, mon parcours à moi, je trouve que la permaculture, qui est bien plus qu'un simple mode de culture, qui est vraiment une philosophie, coche beaucoup de cases de ce qu'il faut faire dans un jardin-forêt. Et donc ça, on peut voir les 12 principes de la permaculture. Ça, voilà, je vous mettrai à la fin le lien vers un livre, le livre Permaculture de David Holmgren, qui est vraiment super et qui permet justement d'avoir ces principes. Je n'ai pas tous les détaillés car on n'aura pas le temps et ce serait le sujet d'une autre formation. Mais voilà, et sachez qu'il y a plein de formations en permaculture. Il y en a des formations en permaculture, peut-être pas plein, mais ça existe en Wallonie. Donc, je vous encourage chaleureusement à en suivre une si vous souhaitez faire des jardins-forêts. Alors, concrètement, maintenant que vous êtes convaincu et que vous êtes motivé, comment mettre en place un jardin-forêt? Alors, pour ça, il y a quand même quelques bonnes questions à se poser avant de se lancer. Le premier, c'est quels sont vos objectifs? Donc, le jardin-forêt, ça permet de rendre beaucoup de services, différents services, que ce soit au niveau autonomie alimentaire, parce que ça peut être une des raisons, hein, ça permet vraiment, c'est le premier aspect du jardin-forêt. Beaucoup de gens font ça parce que ça permet d'être autonome et de produire plein de choses, au final, une diversité de régimes alimentaires. C'est également économique parce que ça permet justement d'éviter d'acheter des produits. Et ça permet de recréer de la biodiversité parce que voilà, c'est aussi un aspect. La santé, car ça produit des produits sains. Et aussi, voilà, comme je l'ai dit, l'aspect social qui est le partage de ce modèle. Un autre point qui est important, donc une fois que vous avez identifié vos objectifs et donc que vous avez mis le curseur vers quoi vous voulez aller, c'est bien de savoir si vous êtes seul ou à plusieurs, car souvent, ça va grandement changer comment vous allez vous organiser. Et souvent, c'est mieux d'être à plusieurs parce que c'est un système qui demande quand même assez. Ça dépend de la taille, un système qui demande quand même pour les récoltes et la valorisation en nourriture assez de temps. Bien qu'au final, une fois que c'est mis en place, ça demande peu de temps, si ce n'est que la transformation alimentaire. Et se vous poser la question de quelles sont vos limites. Ça, c'est aussi un point important. Quelle surface vous avez chez vous? Est-ce que c'est un terrain privé ou collectif? L'énergie, le temps que vous êtes prêt à investir, car typiquement, vous allez mettre certaines plantes et pas d'autres. Voilà, il y a des plantes qui sont plus exigeantes que d'autres. Et donc ça dépendra voilà, de vous. Mais également, quel est votre budget? Ça va influencer aussi comment vous allez organiser, comment vous allez faire votre jardin-forêt. Est-ce que vous allez partir sur des plants plus jeunes et que vous allez essayer de les propager vous-même? Euh, Est-ce que voilà, plein de réflexions à avoir pour limiter le budget. Je ne vais pas les détailler, mais on en verra quelques-unes après. Et donc, on rentre dans les grands principes de la création d'un jardin-forêt, et en tout cas que j'ai identifié.
qui sont déjà de toujours commencer par bien, quand on veut se lancer, toujours bien connaître son terrain, donc toujours bien observer son terrain. Ça, je vais le détailler après. C'est vraiment un point crucial avant même de planter. C'est la première étape. Ensuite, apprendre à bien connaître le fonctionnement des écosystèmes naturels, car si on veut imiter, si on souhaite les imiter, bah, il faut quand même les comprendre un minimum. Alors, on peut faire ça, on n'est pas obligé on sera jamais un pro dès le début, donc ça peut prendre du temps, on a tout le temps pour se renseigner. Et au final, il ne faut pas avoir peur, c'est le troisième principe, de faire des erreurs. Le jardin-forêt, c'est un apprentissage constant. On fait toujours voilà, on apprend tous les jours en observant ce qu'on a fait. C'est comme ça qu'on apprend, en se renseignant également, idéalement, quand même, pour éviter de faire les erreurs que d'autres personnes ont fait avant nous. Mais il ne faut pas avoir peur d'en faire, il faut faire des tests. Et ça, c'est le troisième principe qui me tient également fort à cœur. Ensuite, planter en priorité des plantes productives, parce que le but, c'est de produire, mais également des plantes qui demandent peu d'entretien, mais surtout des plantes qu'on aime manger. Trop souvent, on se retrouve avec des plantes vivaces ou des plantes rares, qu'au final, ou des variétés qu'on n'aime pas, et donc c'est important d'avoir cet aspect-là, d'avoir à retirer vraiment un plaisir gustatif. C'est aussi l'objectif de tout cela. Et ensuite, commencer petit, surtout au début, ne pas trop vouloir commencer trop grand. Et cela pour différentes raisons. Déjà parce qu'on apprend ses erreurs et surtout parce qu'après, une fois qu'on a mis des plantes en place sur une petite zone, bah, c'est bien plus facile de les propager à plus grande échelle. Ça, c'est les cinq grands principes. Et donc, pour les détailler, certains, donc d'abord, la première étape, comme je dis, c'est observer son terrain. Et donc, concrètement, ça veut dire déjà d'observer les plantes et la faune qui est déjà présente. Parce que souvent, on parle pas de rien. De voir un peu les zones de son jardin qui sont plus humides, qui sont plus sèches. Le soleil également, regarder la trajectoire du soleil, les zones d'ombre, pour savoir sur à quelle zone mettre quelle plante, la circulation de l'air, voir comment le vent circule un peu, le relief, un facteur important, et également le type de sol qu'on a. Et donc voilà, de creuser, de mettre un peu les mains à la terre pour voir un peu quel type de sol pourrait être approprié pour certaines cultures, bien qu'au final, l'avantage du jardin-forêt, c'est que ça s'adapte, mais que ça permet d'avoir une grande diversité, ça permet vraiment de recréer du sol et ça peut se contenter de vraiment de sols difficiles, contrairement à un potager typiquement et de plantes potagères. Et ça, pour en savoir plus sur le sol, je vous renvoie à la formation qu'on donnera, le webinaire de ce cycle, qui sera le 3 décembre sur le sol. Euh, donc, un point important, du coup, c'est également donc, d'observer, mais également de connaître les besoins des plantes qu'on souhaite mettre. Donc, on observe son terrain pour, au final, déterminer à quel endroit je mettrai quelle plante. Donc, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on connaît son terrain, mais une fois qu'on connaît son terrain, on va commencer à se renseigner sur les plantes qu'on souhaite mettre en place, mais qu'il faut également se renseigner sur les plantes en question. Et donc, un principe important, c'est de choisir la plante en fonction de la zone de son jardin et pas l'inverse. Donc, idéalement, ça peut également arriver qu'on fasse l'inverse, mais dans le cas d'avoir toujours cette réflexion-là de pourquoi est-ce que je mets cette plante à cet endroit-là, pas parce que, voilà, parce que, mais parce que toujours avoir quand même une justification. Là, essayer d'avoir une réflexion parce que la plante, le sol est assez profond à ce niveau-là, l'ensoleillement est bon, elle est protégée des vents, c'est une plante un peu frileuse, elle est proche d'un mur. Voilà, c'est des réflexions à avoir. Un, un point important également, quand on fait un jardin-forêt, ça va être de faire un plan de son jardin. Ça, c'est vraiment c'est l'idéal. On n'est pas obligé de refaire à chaque fois, on n'est pas obligé de refaire un, mais c'est l'idéal. Mais surtout de déterminer un peu, de zoner son jardin. Donc ça, c'est un principe qu'on fait souvent en design, en permaculture. Et ça veut dire quoi, zoner son jardin? C'est typiquement comme on le voit à l'image, c'est de faire différentes zones en fonction du temps d'entretien et de la fonction qu'on souhaite avoir. Donc typiquement, la zone 1, ce serait la zone où on est le plus souvent. Alors ça peut être une zone productive où il y a avec des plantes qui demandent le plus d'entretien, ou ça peut être une zone de jardin classique parce qu'on souhaite garder une zone de jardin classique bien tondue. Et dans une autre partie, on peut avoir une zone 2, donc une zone avec également des plantes qui demandent quand même beaucoup d'entretien, donc des zones qui sont au final proches de notre maison. Le but, c'est d'avoir des plantes exigeantes à des endroits où on passe fréquemment. Et au fur et à mesure, donc dans les zones 3, dans les zones 4 et dans les zones 5, surtout dans la zone 3 et 4, mettre des plantes qui demandent de moins en moins d'entretien et des zones de plus en plus, souvent avec des strates de plus en plus arbustives.
et qui ressemble de plus en plus à une forêt. Et la zone 5, souvent, c'est des zones qu'on dit un peu sauvages, donc des zones où on laisse un peu la nature de manière spontanée, s'exprimer de manière spontanée, et où on se où on ne va presque jamais, et des zones où on va juste faire de l'entretien pour le bon voisinage et pour éviter voilà, les accidents, des branches qui tombent ou autres. Euh, alors, il y a également j'ai mis également des points importants avant de commencer. Donc, comme je l'ai dit, donc bien réfléchir à son terrain, à faire un plan idéalement qui a réfléchi à l'organisation du terrain, avoir un peu une image mentale au minimum de ce qu'on souhaite faire. Ensuite, il faut savoir justement, pour faire ce plan, apprendre à se projeter sur plusieurs dizaines d'années, car il y a des plantes, typiquement des petits arbres, qui n'ont l'air de rien, mais qui, après, voilà, peut-être 20, 30 ans, 50 ans, vont devenir énormes. Et donc, il faut idéalement déjà, quand on plante cette plante, avoir déjà l'image de à quoi elle pourrait ressembler adulte. Et donc, le jardin évoluera bien évidemment entre-temps, mais voilà, de savoir se projeter, d'oser planter trop densément pour ensuite éclaircir. Donc voilà, typiquement une plante qui va devenir grande, un arbre qui est encore jeune, ben, on peut planter des plantes potagères au pied, on peut mettre des plantes qui aiment le soleil, mais tout doucement, d'année en année, au fur et à mesure que l'arbre grandit, on pourra soit enlever des plantes, soit remettre des plantes qui, elles, aiment justement être sous la canopée d'un arbre. Accepter de faire des erreurs, encore un point important, commencer petit et essayer de favoriser des plantes qui ne demandent pas trop de temps d'entretien, mais également des plantes qui ne demandent pas trop de temps au niveau de transformation alimentaire. Voilà. Typiquement, j'ai pas des exemples de plantes qui ne peuvent pas se manger directement, qui demandent forcément d'être cuisinées. C'est déjà un peu de transformation nécessaire. Mais allez, je pense par exemple aux châtaignes. C'est super bon les châtaignes. Mais quand ça te prend à chaque fois un temps de enlever les bogues, ensuite enlever la coque, enlever bah voilà, ça demande un temps pour être consommé, ça demande énormément de temps aussi par après. Bien que la culture, au final, ne demande presque aucun temps, si ce n'est la récolte. Donc, gardez ça en tête. La temporalité, ça aussi, c'est un point assez important. Donc, lorsque vous allez vous lancer, lorsqu'on se lance dans un jardin-forêt, c'est bien de faire ça en plusieurs temps. Donc, l'erreur typique, c'est de vouloir faire planter toutes les strates d'un coup sur une zone. Idéalement, c'est possible, mais ça va demander énormément de temps en plus. Et donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est de faire par étapes. Typiquement, on va d'abord planter les arbres et les grands arbres, les essences de grande taille. On pourra mettre dans un même temps peut-être aussi les plantes à fil. Ça dépend de notre temps. Donc, c'est modulable. Hein. C'est pas tac, 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 tac. Mais c'est de garder ça en tête, de pas forcément tout faire sur une année. Donc, on commence à planter les arbres des grandes tailles et les plantes qui vont demander du temps. Typiquement, parce qu'il faudra quelques années avant qu'elles soient productives. Et ensuite, une fois qu'elles seront bien mises en place et qu'on aura un peu plus de temps disponible, on pourra commencer à plus développer les petits arbustes. Par exemple, dans l'année 3, dans l'année 2, la straterbacée. Ça, c'est la straterbacée, c'est ce qui demande le plus de temps. Donc, c'est typiquement des choses qu'on va faire vraiment plus à la fin. Et dans un dernier temps, les plantes grimpantes, car forcément, pour qu'elles puissent grimper, alors soit on a un support déjà en place dès le début, et donc là, on peut les mettre dès l'année 1, mais si on veut les faire grimper comme on aime le faire dans un jardin forêt sur d'autres plantes, et sur des supports vivants ou morts, il faudra du coup avoir d'abord un support. Et donc ça, comme je le dis, toujours essayer si possible, commencer par des petites zones et agrandir d'année en année. Ça peut, en tout cas, c'est pas obligatoire, mais encore une fois, ça peut être une technique qui permet un peu de ne pas demander trop de temps et justement de faire des économies au niveau des plans car elles sont déjà sur place et on peut les reproduire. Euh, alors déjà un autre point, c'est comment bien planter ses plantes. Donc une fois qu'on est motivé, il faut également savoir comment ne pas se planter littéralement en connaissant certains principes. Euh, Ça, c'est des choses qu'on va développer un peu dans la formation, plantation de haies et d'arbres fruitiers. Donc, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais ça va être comme de respecter quelques grands principes. Donc, le fait de toujours commander des plants sains dans des pépinières de qualité. Je vais mettre quelques pépinières en fin de présentation pour que vous ayez des références. Essayez de commander à l'avance. Typiquement, on est à la bonne période pour commencer à commander des arbres fruitiers parce que si on commande
dans un mois, bah, il restera plus grand-chose, ou alors des variétés qui sont peut-être un peu moins intéressantes. Toujours favoriser des plants en racines nues et éviter, si possible, les pots et les godets, en tout cas pour certains types de plantes, typiquement les arbres et les arbustes. Éviter, si possible, toujours favoriser les racines nues. Pourquoi? Parce que ça va coûter souvent moins cher. Ça va coûter donc déjà ça, mais également parce que c'est des plantes qui vont reprendre bien plus facilement. Mais également acheter des plants en racines nues mais jeunes. Souvent, une erreur qu'on veut faire, c'est qu'on va en pépinière, on veut prendre le plus grand arbre, ou même dans un pot, on va prendre la plante qui a l'air la plus vigoureuse, la plus grande, alors que c'est des plantes qui sont souvent qui vont avec, en étant déterrées et replantées, vont être souvent un peu, on va dire pas traumatisées, mais qui vont être beaucoup plus perturbées que des jeunes plantes qui n'avaient pas encore mis en place leur système racinaire. Et donc, ça va être des plantes qui, bien qu'elles aient l'air plus grandes à la base, vont se faire attraper par des plantes plus jeunes qui, elles, s'installeront mieux sur la parcelle. Alors que voilà, au niveau de tout ce qui est plantation de plantes, c'est toujours idéalement, en tout cas pour les arbres et les arbustes, c'est fin novembre à décembre. Ça peut être possible jusque février. Voilà, ça c'est la période idéale. Ça peut, voilà, fin novembre, dès que les arbres rentrent en dormance, typiquement, ça dépend d'une année à l'autre, mais fin novembre, décembre, c'est très bien. À Sainte-Catherine, tout bois reprend racine. Les plantes herbacées, idéalement, plutôt au début de l'hiver, ça marche bien, ou alors au début du printemps, ça dépend fort du fait si elles sont gélives ou pas. Et surtout, certains arbres, il y a des exceptions, des arbres ou des plantes qui sont sensibles aux gelées tardives, comme je l'ai dit, on va plutôt les planter après les dernières gelées, plus ou moins en mai. Donc, par exemple, les vignes, les kiwis, les kakis, les mûriers, pas les mûriers, l'arbre, hein, on va le voir après. C'est des plantes qui débourrent, donc qui sortent leurs feuilles assez tôt et qui peuvent être, quand elles sont jeunes, mourir à cause d'une gelée tardive. Et donc c'est un peu dommage. Donc on peut les planter comme les autres arbres, mais on prend un risque en plus. Et donc l'idéal, c'est de faire ça en mai. Mais du coup, de les arroser la première année si possible. Et du coup, aussi, la première règle, comme je l'ai dit avant, c'est toujours bien s'enseigner sur les besoins de la plante avant de choisir le lieu. Donc, toujours bien, avant de planter une plante, idéalement, c'est bien de passer au moins 5 à 10 minutes sur euh, la lecture des besoins de la plante et voilà, des besoins et de la situation idéale de la plante. Alors, un petit point que j'ai rajouté qui me semblait important, c'était tout ce qui était entretien et transformation alimentaire. Donc déjà, au niveau entretien, si vous vous lancez, il faut savoir que souvent, les premières années, c'est souvent les plus difficiles. Et ça, pour différentes raisons. Donc déjà, parce que c'est des périodes où on n'a pas encore de production. En tout cas, il y a certaines plantes qui ne produisent bien qu'après 5 à 10 ans, si pas plus des fois pour certaines plantes. Et donc, bah, là, il faut être patient. Et donc, on va mettre du temps dans une plante qui va rien nous rapporter avant des années. Ce sera peut-être pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et également, c'est parce que au début, ce sont souvent des plantes qui auront besoin d'être arrosées des fois, bah, en tout cas surtout l'été, en période de sécheresse, et qui auront besoin surtout de désherbage pour éviter que les graminées, typiquement, reviennent, les herbes, leur fassent trop de compétition et les bloquent. Et c'est pour ça que souvent, quelque chose qu'on fait dans le jardin forêt, c'est qu'on plante des essences, voilà, les arbres les essences qui vont demander du temps. Et les premières années, ce qu'on peut faire quand on est vraiment motivé, c'est de faire justement bah, plutôt s'attarder sur des plantes potagères. Parce que là, c'est des plantes où on aura un retour sur investissement très rapidement. Mais encore une fois, ça demande beaucoup plus de temps d'entretien. Et il faudra refaire ça chaque année. Et au niveau des récoltes et de la transformation alimentaire, c'est un point important car à terme, justement, une fois que le jardin forêt sera en place, ce qui prend le plus de temps, et ce qui est le cas, ce dont je me rends bien compte de plus en plus, c'est que le jardin forêt, c'est pas tant l'entretien qui demande du temps, mais c'est bah, les récoltes, c'est la transformation pour que ce soit consommable. Et donc tout ça, c'est quand même des points à prendre en compte. Euh, voilà, il y a certaines plantes rares qu'on connaît pas encore bien dans nos cultures alimentaires. Alors, typiquement, c'est super parce qu'on découvre plein de super choses. Et moi, ben, il y a plein de plantes et des choses que j'aurais jamais mangées et que j'adore actuellement. Autant il y a des plantes qui sont, voilà, il faut bien, comme j'avais dit, mettre des plantes qu'on aime manger, bien qu'elles soient bien de découvrir de nouvelles choses. Et c'est aussi ça qui est excitant. Et c'est que certaines plantes demandent beaucoup de manipulation. J'ai déjà cité ça.
Alors maintenant, on va rentrer tout doucement dans la troisième partie de la présentation. J'espère que vous tenez le coup, que voilà, vous survivez à toutes ces informations. Mais là, vous allez pouvoir souffler, c'est un grand mot, mais là, on va rentrer dans une autre phase qui est plutôt de vous montrer, justement, concrètement, maintenant que vous êtes motivé et que vous sachez, vous avez à peu près les bases sur comment vous lancer, quelle plante mettre. Et donc ça, on va faire strat par strat. Donc j'ai proposé quatre strats et on va voir certaines plantes qui peuvent être typiquement mises dans un jardin forêt, en tout cas des plantes que je recommande. Euh, et voilà, encore une fois, bien vous renseigner sur chaque plante. Il y a un phénomène qui est assez connu quand on se lance là-dedans, c'est d'avoir la collectionnité aiguë. Voilà, typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut avoir toutes les plantes dans son jardin et au final, on se retrouve avec un jardin botanique et avec pas forcément des plantes qui sont les plus adaptées ou les plantes les plus productives. Donc ça, idéalement, j'en suis des fois victime, mais essayer d'en avoir conscience et justement de se concentrer sur typiquement la base de jardin-forêt, qui est toujours les fruitiers classiques. Par fruitier classique, j'ai mis la liste en bas, mais bon, je les verrai après, c'est les classiques, ceux qu'on a le plus souvent chez nous. Pourquoi ceux-là? Parce que c'est souvent les arbres qui sont les plus productifs, c'est les plus fiables sous nos climats, c'est des arbres qui ont coévolué, qui ont des variétés qui sont typiquement adaptées à notre territoire, bien qu'avec le changement climatique, elles sont menées à dure épreuve, et donc c'est bien aussi de tester des nouvelles plantes, des nouvelles variétés qui viennent des fois d'autres zones du monde, pas, en tout cas d'autres régions. Euh, donc, un des points qui va être important quand vous allez planter ces arbres-là, ça va être de bien réfléchir à la pollinisation croisée, à bien étaler les récoltes si possible, parce que il y a une même variété, par exemple des pommes, on peut avoir des pommes doux, on peut avoir des pommes de conservation, et c'est bien d'avoir un peu les deux si possible, comme ça on a des pommes sur une grande période de l'année, pareil pour les prunes, pareil pour les cerises, c'est toujours bien d'avoir, idéalement, quand on met déjà, de mettre toujours idéalement deux variétés pour la pollinisation, mais d'avoir également la réflexion de avoir une variété qui produit tard et une qui produit tôt. Et un point important, ça va être également donc la résistance aux maladies, mais surtout, encore une fois, le goût. Le but, c'est de se faire plaisir, mais, euh, mais voilà, on va détailler plus ça dans la formation du 22 octobre, qui est sur la plantation des haies, ça je vous recommande chaleureusement, et qui va également parler des porte-greffes en partie, il me semble, en partie. Et ça, c'est aussi un point important, car c'est quoi un porte-greffe? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui va déterminer la vigueur de l'arbre. Et donc, typiquement, on peut, par exemple, là, on a l'exemple du pommier à droite de votre écran. Euh, pour un même pommier, en fonction du porte-greffe, donc c'est-à-dire la plante sur laquelle on va mettre la variété qu'on aime, qu'on a envie de manger, on peut se retrouver avec des arbres qui sont des petits buissons à des grands arbres. Donc ça, un point important à regarder. Toujours un bon pépiniériste vous donnera toujours le porte-greffe. Et ça, je vous en dira plus à la formation la prochaine formation. J'ai oublié la date. Alors là, je passe en revue certaines plantes. Mais voilà, les pommiers, ça reste vraiment la base. Et même parmi ces espèces-là, j'ai mis une pomme à chair rouge, qui sont un peu plus rares. Parce que même parmi les espèces classiques, on peut, via des espèces et des cultivars, avoir des plantes un peu plus qui sont un peu plus, qui sortent un peu plus du lot. Typiquement, des pommiers à la chair rouge, il y en a certains qui sont sympas. Euh, voilà, les pruniers, je vais pas passer trop longtemps. Les cerisiers, et les griotiers, c'est vraiment ces plantes-là qui font la base. Les cognaciers, qui sont un peu moins connus, qui sont un peu moins plantés, mais qui restent des plantes. Typiquement, le cognacier, qui est une plante qui demande de la transformation. Donc, quand on plante un cognacier, il faut s'attendre à faire de la gelée de coin, à faire de la pâte de coin, et donc tout ça, ça demande du temps. Le figuier qui pour moi, l'est peut-être pas toujours, mais qui devient un classique de par sa production. Je précise déjà que pour le figuier, on rentre comme dans des espèces où il faut bien choisir sa variété, car si on choisit mal sa variété, on peut avoir des arbres qui vont jamais nous donner une seule figue. Et donc, c'est bien d'avoir certaines variétés. Typiquement, quelque chose qui marche bien, et puis c'est un arbre qui se reproduit bien, c'est de voir les arbres qui produisent bien autour de chez nous, de demander aux propriétaires de si on peut faire une bouture, et de faire une bouture et d'en mettre chez soi. C'est ce que j'ai fait chez moi. Ça marche très bien. Après, pour tout ce qui est bouturage, ça, je vous renvoie, voilà, ce sera pour un autre sujet qui est aussi également intéressant.
Alors, justement, dans les jardins forêts, on peut aussi se faire plaisir et planter des plantes un peu plus rares, euh, et donc de mettre des fruitiers un peu moins communs. Ces fruitiers-là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de diversifier les productions, d'étaler et aussi voilà, de se faire plaisir. Mais le problème, c'est que souvent, c'est des cultures un peu plus aléatoires et qui sont souvent un peu plus difficiles, qui demandent plus de temps d'entretien. Donc, typiquement, et des fois, qui sont des plantes un peu plus chères et plus difficiles à trouver. Donc, typiquement, si vous avez dans votre facteur, vous souhaitez avoir un peu moins, ne mettre pas trop d'énergie, trop de temps dans les arbres, alors voilà, vous pouvez en mettre deux, trois, mais ne pas mettre, essayer de se concentrer sur les fruitiers classiques. Euh, et donc, parmi ces fruitiers un peu plus rares, voilà, il y a la star des fruitiers rares qui est l'azéminier. Ça, c'est une plante qui est assez exceptionnelle chez nous et que j'aime mentionner car l'intérêt de cet arbre, c'est que c'est le seul fruitier exotique qui pousse sous nos latitudes et qui vient d'Amérique du Nord, qui commence à se développer de plus en plus. Il commence à avoir des vergers en Europe. Et l'avantage, c'est qu'on a un arbre, un fruit, déjà qui est assez difficile de culture, ça, et qui coûte assez cher. Donc ça, je vais pas voilà, je vais pas vous expliquer toute la culture, mais si ça vous intéresse, il est possible de faire une formation un jour, mais ça, je lance l'idée, sur la culture des fruitiers moins communs. Le pawpaw, donc c'est un arbre qui marche assez bien et qui surtout permet, son intérêt, c'est de remplacer des fruits exotiques. Donc typiquement, ça, vu qu'il a un goût un peu de banane, il a un goût unique, mais un goût vraiment exotique. Ça permet d'avoir une bonne production chez nous, car il est quand même assez fiable, mais surtout de remplacer des fruits qui viendraient de l'autre bout du monde. C'est un arbre très difficile quand il est jeune, c'est très difficile. Une fois qu'il est implanté, il ne demande plus vraiment d'entretien, si ce n'est la récolte. Mais voilà, il est assez exigeant et il coûte assez cher, donc voilà. Et il est surtout pas facile à trouver. Mais c'est un chouette, un petit truc excitant dans les jardins forêts. C'est un fruitier quand même que je considérais comme fiable. Il y a aussi les plaques miniers ou les kakis. Ça, c'est quand même un arbre qu'on peut trouver facilement en magasin. Typiquement, bientôt, dans les magasins, on pourra trouver ceux qui viennent d'Espagne. Mais il y a pas mal de variétés de kakis, dont des kakis hybrides ou américains, ou même kakis classiques, qui poussent très bien chez nous et qui, au contraire des variétés qu'on va trouver dans le commerce, vont plutôt être des kakis qui sont dits astringents. Donc, il y a des kakis qu'on va manger quand ils sont mous plutôt que durs, bien qu'il y ait des procédés qui permettent d'enlever l'astringence. Mais chez nous, voilà, souvent les kakis, il faudra bien choisir sa variété. C'est des plantes qui sont auto-fertiles, donc on peut se contenter d'un. On va bien vérifier s'il est auto-fertile. Oui, ils sont tous auto-fertiles. Et voilà, il y a quand même quelques variétés qui marchent bien. Ça, je vous renverrai il y a des pépinières, dont le bois de Rothbos qui est en vente, ou d'autres, et des spécialisés en Belgique. Euh, et c'est-à-dire quoi astringent d'ailleurs? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas, mais l'astringence, c'est comme dans le vin ou comme dans des bières IPA, donc, quand vous mangez une prunelle ou certaines plantes, vous avez des fois cette impression de bouche pâteuse, et c'est justement des protéines qui se situent dans les fruits ou dans des plantes qui vont justement se fixer aux protéines de notre bouche et qui vont nous donner un peu cet aspect râpeux et on va avoir l'impression d'avoir la bouche sèche. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir l'expérience complète, vous croquez dans un kaki pas mûr, vous croquez dans des fruits pas mûrs, typiquement les prunelles, ça marche très bien. Et là, vous allez voir ce que c'est. Voilà, petite digression. Mais les kakis, ça marche assez bien. Le mûrier également, c'est un arbre assez intéressant parce qu'il a des fruits comestibles, donc c'est la même famille que le figuier. Mais il est également intéressant car il a un feuillage comestible. Donc, il y a des variétés qui sont plus adaptées pour le feuillage comestible. D'ailleurs, c'est l'arbre avec lequel on nourrit le ver à soie. Donc, la soie, ça vient du cocon pour l'anecdote, ça vient du cocon d'une chenille et c'est avec avec ces feuilles qu'on nourrit ces chenilles. Et donc, ça produit des petites mûres. C'est différent de la ronce. Donc, il y a la ronce qui produit des fruits qu'on appelle la mûre, mais il y a le mûrier, donc du type morus. Il y a plusieurs variétés d'espèces, mais qui produisent des fruits qui sont un peu sucrés, un peu comme une figue, des petites figues, et qui sont assez intéressants, qui sont juste sensibles aux gelées tardives. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des variétés qui sont plus adaptées chez nous. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous renverrai vers des guides en fin de vidéo, en fin de webinaire. Il y a le cornouiller mâle aussi. Ça, c'est un arbre hyper intéressant qui est surtout indigène, qui vient de chez nous et qui est juste un fruitier un peu oublié.
Il faut savoir que dans les pays de l'Est, typiquement l'Ukraine, la Pologne, c'est vraiment considéré comme chez nous le cerisier, typiquement. C'est vraiment un arbre qui est très apprécié. Et justement, dans ces pays-là, ils ont des variétés sélectionnées qui produisent des fruits 2 à 3 fois plus gros que les essences sauvages et qui produisent surtout des fruits bien sucrés. Donc ça, c'est vraiment un arbre qui est hyper fiable. Pour moi, ça devrait être un fruitier classique. Et il est encore pas facile à trouver, car ça demande des variétés. Voilà, c'est souvent des variétés qui viennent de l'Est et qui ont des noms impossibles à prononcer. Et donc, en tout cas, difficile à prononcer. Et donc, voilà, c'est un arbre super intéressant. N'hésitez pas, franchement, je le recommande. Il s'adapte à tous les climats, il est indigène, et donc il est indigène, c'est-à-dire qu'il va être intéressant pour la biodiversité, typiquement par ses fleurs. Donc là, il y a un gros zoom sur ses fleurs, qui sont une des premières fleurs du printemps avec le châtaignier, avec le noisetier, et qui donc fleurit on peut le voir encore chez nous, hein, il est commun, mais sous des formes sauvages, et qui fait des petites fleurs jaunes en février jusque mars. Donc vraiment un fruitier que je recommande chaleureusement aussi bien pour sa fiabilité que pour la biodiversité. Ensuite, il y a un peu moins classique, mais que je trouve quand même très sympathique, qui est l'olivier d'automne, donc l'Eleachnus umbellata, qu'on appelle aussi arbre cascade de fruits, ça c'est un peu son nom commercial pour donner envie, mais qui est vraiment un super bel arbre, qui fait une belle floraison et qui est à cette période de l'année justement couvert de fruits. C'est un arbre qui s'adapte à plein de climats, à plein de zones, même dans les sols pauvres. Il aime les sols pauvres, et ben, qui est relativement pauvre. Il s'adapte à tout. Et c'est vraiment un fruit que je trouve que j'apprécie. Voilà, ça goûte un peu les petites gommes Haribo. Après, peut-être que j'exagère, mais je trouve que moi, la graine se mange. Vraiment, c'est un chouette fruitier, encore un peu méconnu, et qui pousse très facilement et qui demande zéro entretien. Alors, on rentre également dans les jardins forêts, on pourra forcément favoriser les plantes à noix. Il y a coque, c'est souvent des plus grands arbres, c'est une mise à fruit assez lente, mais ça demande aussi beaucoup de transformation. Mais l'avantage, c'est que c'est des plantes qui sont très nutritives, donc c'est ce qui vont pouvoir justement, c'est avec des plantes avec lesquelles on va pouvoir commencer à se nourrir réellement. Et donc, qui demandent du temps à produire, mais également du temps une fois qu'ils produisent, parce que ça demande d'être transformé, d'être ouvert. Après, l'avantage de toutes ces récoltes-là, c'est que c'est des fruits qui se conservent et donc on peut typiquement avoir tout l'hiver. Et c'est un must. Typiquement, je ne vais pas en présenter beaucoup, mais le noyer, un must. Il y a plein de variétés de noyer. Le noyer, c'est super. Plantez-en. Il y a également, pour information, il y a des noyers du Japon et d'autres noyers voilà, il y a le pacanier et autres, mais au final, il n'y a aucune variété qui est aussi fiable et aussi productive que le noyer de chez nous. Et c'est souvent celui-là qui produit les meilleurs noix. Alors, le châtaignier, typiquement, un arbre qui est aussi un must quand on a de l'espace. Voilà, ça, c'est des arbres qui, typiquement, j'en ai pas dans mon. Voilà, c'est des zones où on peut mettre que sur des grands espaces. Euh, mais c'est une fois qu'on les met en place, forcément, c'est des arbres qui sont hyper productifs et avec lesquels on peut réellement se nourrir. Pareil pour le noisetier, c'est déjà un autre gabarit et qui sont également des plantes hyper intéressantes pour la biodiversité. Il y a également des arbres qu'on peut utiliser dans les strates arborées pour leurs épices ou pour leurs feuilles. Donc, on peut penser à des arbres à épices comme les Anthoxylum. Donc, ça, c'est une famille, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça commence à être de plus en plus populaire, mais qui sont en gros les poivriers du Sichuan. On appelle ça aussi poivrier de Timuts. En fait, c'est différentes variétés, Sancho, et qui sont voilà, des épices qui viennent souvent d'Asie et qui sont des épices assez sympathiques dans tout ce qui est riz et autres. Donc ça, c'était voilà, des arbres à épices. Il y a le laurier sauce, je ne l'ai pas mis à l'image, mais voilà, typiquement, c'est des arbres qu'on peut utiliser comme des épices. Il y en a d'autres, mais pour moi, c'est ces deux-là qui sont vraiment intéressants, ces deux familles-là. Et également des arbres au feuillage comestible. J'avais mentionné donc le tilleul, qui est pour moi un must des jardins forêts. Donc le tilleul, surtout pour aller plus loin, les tilleuls à petites feuilles, souvent, parce que c'est celui qui a les feuilles les plus agréables à manger. Les mûriers également, comme je l'ai dit, mais également voilà, le cèdre de Chine, Tuna sinensis, qu'on peut voir avec les feuilles en bas, qui est vraiment un arbre qui, lui, est cultivé de manière commerciale en Chine et qui a des feuilles qui goûtent un peu l'oignon frit et qui est vraiment assez intéressant. Et qu'on peut typiquement cultiver en trogne pour récolter ces feuilles. Donc voilà, il y a plein de diversité de production qu'on peut avoir avec les arbres et ça permet de rentrer typiquement dans la strate arbustive, donc avec des petits buissons et là, on rentre dans les petits fruitiers. Donc là, on va parler surtout de petits fruits, mais pas que. On veut dire, il y a comme je l'ai dit, avec les porte-greffes, certains fruitiers classiques, comme les pommiers, peuvent être considérés comme des petits arbustes quand ils sont sur des porte-greffes dits nanifiants.
Donc ces jardins, voilà, c'est souvent des arbres, des plantes qui vont apprécier à être sous la canopée, en tout cas à proximité d'un arbre. Et justement, ça nous arrange, comme ça permet d'avoir ça donc en bordure, en lisière de notre jardin-forêt, dans des zones à mi-ombre. Donc typiquement, on peut commencer par la famille des ribes. Je vais pas les présenter, mais voilà, c'est des musts. Il y a plein, que ce soit le groseille noir, le groseille roux, ben, le cassis, le groseille à macro. Il y a aussi des hybrides entre les deux, mais voilà, c'est des plantes qui sont très faciles à bouturer et qui s'adaptent à plein de situations. Donc ça, un must de tout jardin forêt. Pareil pour les framboisiers. Les framboisiers, c'est vraiment une super plante parce que ça permet de couvrir quand même de grandes zones. Et c'est souvent une plante qu'on apprécie assez bien. C'est une plante qui se propage très facilement, ça ne demande aucun effort. Ben, il suffit de déterrer un drageon et on le met ailleurs. Euh, mais également les ronces. Et quand je parle des ronces, souvent dans le jardin forêt, ce qu'on va apprécier, c'est les ronces sans épines. Donc il y a des cultivars de ronces qui n'ont pas d'épines et qui permettent justement de faciliter la récolte et qui permettent de ne pas se prendre dans les vêtements. Mais également des hybrides comme les tileberry, les boysenberry, qui sont des petites, ben voilà, des petites curiosités qui sont vraiment bonnes et intéressantes, qui sont des muroises, on appelle ça, donc des hybrides entre les deux et qui se ressemblent fort plus à une ronce, mais qui produit des fruits rouges en même temps que les premières framboises et qui sont vraiment des bons fruits. Surtout la tileberry, ça je recommande. Et donc tout ça, c'est des plantes qui sont faciles à propager, mais des plantes qui font leur cycle de vie sur 2 années. Donc qui font une canne qui fait pas de fruits, ou pour certaines framboisiers qui peuvent déjà fructifier la première année, et qui vont l'année 2 voilà, vraiment rentrer en fructification. Et c'est un cycle continu de une qui sort, une qui meurt, une qui sort, une qui meurt. Mais ça, je ne détaillerai pas ça encore trop aujourd'hui. Et aussi les myrtillers, voilà, je ne vais pas trop détailler parce que je vois que le temps avance. Mais voilà, c'est plus exigeant au niveau de la terre, ça demande souvent une terre acide et ça croît assez différent, assez lentement, mais c'est aussi des chouettes plantes. Dans les plus rares, dans les petits fruits plus rares, les camérisiers, ça permet de remplacer typiquement des myrtillers car ça s'adapte à plein de zones différentes. Ça vient du Canada et d'autres zones. C'est un arbre très résistant au froid et qui est souvent le premier fruit du printemps, donc qui arrive des fois en mai. Il y a le sureau, voilà, les sureaux pour les fleurs, pour les fruits, c'est un must de tout jardin forêt également. Je recommande chaleureusement. C'est le sureau si vous avez l'espoir. Voilà. C'est vraiment une plante. L'avantage du sureau, c'est qu'on en trouve également fort dans les milieux sauvages. On n'est pas obligé forcément d'en mettre chez soi parce que ça prend de l'espace et qu'on peut aller le récolter ailleurs. Mais si on a l'espace, c'est un must. Les amélanchiers, attention, ceux du Canada, c'est souvent les meilleurs, mais c'est des espèces qui quand même sont considérées comme invasives chez nous. Donc on va privilégier les amélanchiers, l'ovalis, qui est indigène de chez nous, mais qui est également un petit fou sapin. Il y a l'effet de Joya, alors ça c'est plus une curiosité, mais ça marche bien dans les zones protégées chez nous, et qui est le goyavier du Brésil. Donc c'est rustique jusqu'à -15, ça produit des petites goyaves, c'est assez bluffant aussi, c'est un peu du même ressort que l'aziminier, c'est quand même un peu difficile au début, mais c'est une plante, une curiosité qui est quand même très sympathique et qui marche quand même chez nous assez bien. Les cognaciers du Japon, ça c'est souvent un arbre qu'on plante dans les arbres, on les plante souvent, on les retrouve dans les jardins. Mais souvent, les gens ne savent pas que ça se mange, donc ça produit des petites pommes. C'est un arbre ornemental souvent, car il est très beau. On le plante pour cette raison-là. Mais s'il produit des petits fruits jaunes, des petites pommes jaunes à la fin de l'hiver, et typiquement, ça peut être transformé. Bah, voilà, souvent, ça peut être. En fait, on appelle ça le citron du Nord, car ça substitue au citron. Donc, c'est un bel arbre qui permet de remplacer le citron. Et comment vous allez me dire? Ben, il faut une technique, c'est-à-dire qu'il faut idéalement les stocker et une fois qu'on voudra les consommer, on les mettra au congèle quelques heures. Une fois qu'ils sont bien durs, on les laisse dégeler. Et une fois qu'ils seront comme ça, ils vont devenir tout mous et on pourra presser le jus facilement. Voilà, c'est à base de plein de recettes. Il y a quelques recettes quand même et c'est fort apprécié en Europe de l'Est. L'aronia, je ne vais pas détailler, mais c'est aussi un petit arbuste d'Amérique du Nord qui peut être sympathique, bien que ce ne soit pas le meilleur à manger. Il est intéressant pour la faune. Et là, tout doucement, on arrive à la strate grimpante. Ça, c'est aussi un point hyper important dans un jardin forêt, car les strates grimpantes, c'est ce qui va permettre justement de valoriser, de vraiment d'avoir cette culture en 3D. Alors, ça peut être des plantes grimpantes qui sont annuelles, mais également des plantes vivaces. Donc là, typiquement, à droite, vous avez un exemple d'un test que j'avais fait chez moi et qui a été refait à plusieurs exemples. C'est une courge de Siam qui, au lieu de se répandre à terre et de prendre plein d'espace, qui est une courge qui a recouvert totalement ma haie qui a produit des centaines de kilos de courges
sans prendre, en prenant quelques centimètres carrés au sol au final. Et donc, ce qui va être important en cas pour les plantes grimpantes, c'est qu'on va pouvoir soit utiliser un support qu'on a fait nous-mêmes, ou alors un support vivant. Les deux marchent bien. Et ce qui va être important, c'est d'avant de planter la plante, c'est de savoir comment elle s'accroche. Donc, il y a différents systèmes, et il y en a qui seront, ça va être important parce qu'il faut leur faire un système qui leur convient, et surtout, pour les plantes volubiles, ça on le verra dans le cas après, mais il y a quelques exceptions où il faut faire attention. Euh, donc, pour tout ce qui est les vrilles, c'est comme la vigne, voilà, ou comme les courges, alors des petits trucs qui s'accrochent, des petits plants qui s'accrochent, des crampons comme le lierre, et volubile, on va le voir après avec le kiwi. Ça implante souvent tardivement parce qu'il leur faut un support, et il faut pas du tout hésiter à les faire grimper sur d'autres végétaux. Donc là, on avait voilà, le test à la courge de Siam. Donc là, typiquement, ça part du compost. Encore le compost qui était une zone qui était non productive de base, mais qui s'est transformée en l'espace d'une année en une zone, et ainsi que ma haie s'est recouverte, s'est transformée en zone productive. Donc là, voilà, c'est toujours des petits tests amusants. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment ça l'esprit jardin-forêt, c'est de remettre et c'est ça tout l'intérêt des plantes grimpantes, c'est de recouvrir des plantes qui ne sont pas forcément productives de base. Il y a également tout ce qui est support muraux. Donc là, on a l'exemple avec des vignes. Là, il y avait des vignes qui peuvent être très bien, qui sont super le long des murs. Ça peut également être des fruitiers palissés, mais voilà, la vigne, ça s'approprie bien le long des murs chez nous quand on a la chance. Il y a des kiwais aussi qu'on voit sur l'image. Ça peut être sur des pergolas, mais également, on peut faire grimper des vignes dans des arbres. Donc là, typiquement, dans l'image de droite, sur le support naturel, on voit un vieux... euh, voilà, je vais avoir un trou de mémoire. Un azérolier, mais bref, là, voilà, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. En tout cas, un arbre qui commence, en tout cas, qui est en phase de végétation, et qui commence à se faire recouvrir de vignes, et qui est un super support vivant. Il me Euh, semble que ça a sorbier des oiseleurs, effectivement, voilà, ça a très sorbier beau des oiseleurs. profil. Voilà, je le dirai mille fois, mais bon. Merci Julie. Euh, Rien. alors, là, on arrive donc à la vigne. Je regarde tu me diras pour le temps, mais je vais essayer de. On arrive tout doucement à la fin. La vigne, Oui, c'est encore vraiment 10 minutes. Allez, encore 10 minutes. Voilà, je vais essayer d'aller plus vite. Mais la vigne, c'est vraiment une des plantes qui doit aussi rentrer dans les fruitiers de base chez nous. C'est vraiment le must des plantes grimpantes. Il faudra juste faire attention à certains détails. Chez nous, idéalement, il faudra favoriser des cépages interspécifiques ou des cépages américains. Pourquoi? Parce que c'est souvent des cépages qui sont plus résistants aux maladies. Donc, il faut savoir, je ne vais pas faire l'historique de la vigne chez nous, même si j'aimerais bien, parce que j'adore la vigne. Mais pour faire bref, les vignes européennes, il y a des vignes européennes et des vignes américaines. Quand on a découvert le Nouveau Monde, on a importé des vignes américaines chez nous, mais en important ces vignes, on a également importé des ravageurs des vignes américaines, qui sont les l'oïdium, qui sont le phylloxéra, qui est un petit puceron des vignes, qui ont causé plein de maladies sur les vignes européennes. Et donc, nos vignes traditionnelles chez nous sont souvent très moins résistantes aux maladies que les vignes américaines ou les interspécifiques, qui sont des cépages hybrides entre l'européen et l'américain. Voilà, ça, je rentre déjà fort dans les détails, mais tout ça pour dire qu'il faut bien choisir votre variété de vignes et idéalement choisir des cépages interspécifiques. Les Américains, ils sont très intéressants parce qu'ils ont des goûts exceptionnels, ils ont des goûts de fruits des bois. Donc ça, je recommande. Il y a plein de variétés comme l'Isabelle, le Noir, mais voilà. Ça, un petit test, c'est des plantes bien résilientes et un must de tout jardin-forêt. Il y a également les kiwis, les kiwis, les kiwais, donc les actinidia. C'est des plantes qu'on voit un peu moins souvent, mais qui donnent des bons résultats chez nous. Alors, c'est des plantes qui sont très sensibles au gel tardif. Donc, souvent, des fois, on peut avoir des années où on n'a pas de production à cause du gel. Mais les années où il n'y a pas de gel, c'est souvent des super plantes qui demandent souvent quand même un gros support. Ça, c'est des plantes qu'on va pas pouvoir faire grimper autour d'arbres parce qu'elles s'enroulent autour et vont pouvoir étouffer les arbres. C'est possible, alors on fait ça grimper sur un arbre qu'on compte laisser mourir, mais c'est des plantes qui vont prendre un tel volume qu'il faut souvent en tout cas, bien réfléchir à où on les met. Et c'est également des plantes qui demandent un plan, des plants femelles et un plan mâle pour les polliniser. C'est des plantes dites monoïques, donc comme certains types de plantes, donc qui ont des plantes mâles et femelles. Et les plantes mâles ne produisent pas de fruits, juste du pollen, et les plantes femelles ne produisent que des fruits et des fleurs femelles.
Il y a également des espèces, voilà, il y a des variétés qui sont dites auto-fertiles, ça marche, mais l'idéal, quand on veut une production, c'est toujours de mettre les deux, si on a l'espace. Alors, on arrive à la strate herbacée, les couvre-sols, ça c'est la strate qui prend le plus de temps, comme je l'ai dit, et ce qu'on va mettre souvent en dernier lieu. Alors, ce sera souvent des plantes non ligneuses qui vont disparaître l'hiver. Il y aura là-dedans, on va considérer toutes les plantes tubéreuses, donc qui vont produire des tubercules, qui sont des légumes racines, on pourrait dire, également. Il y a tout ce qui est légumes vivaces et plantes potagères, mais ici, dans le jardin forêt, l'idéal, c'est quand même de développer des légumes vivaces. Et ça va être, comme je l'ai dit, la dernière strate à mettre en place. Alors, j'aurais pu faire une liste énorme, mais je vous laisserai aller consulter des livres. Il y a plein de livres qui font des listes. Je pense souvent, ça j'en parlerai après, au livre de Martin Crawford sur les forêts comestibles ou même d'autres livres qui permettent de faire des listes non exhaustives de toutes les plantes et des légumes vivaces qu'on peut facilement implanter dans un jardin forêt. Mais pour faire une petite sélection, il y a tout ce qui est plantes aromatiques. Typiquement, les menthes, origans, les thym, les livèches, l'estragon, la camomille, c'est des plantes qui fonctionnent assez, ben, surtout les menthes, l'origan, qui ne demandent aucun entretien et qui sont même envahissantes pour certaines. Tout ce qui est plantes à fruits, on peut quand même inclure là-dedans les fraisiers des bois. Il y a aussi des petits framboisiers rampants, mais bon, c'est plutôt anecdotique. Il y a tout ce qui est légumes vivaces, il y a avec les choux de Banton, l'oignon rogambole, l'ail des ours, les kénopodes. Donc en fait, c'est plein de plantes qui sont soit on appelle ça des, il y a tout ce qui est épinards vivaces, tout ce qui est, voilà, plein de légumes vivaces. Ça, je ne vais pas détailler et je vous laisse consulter des livres là-dessus, si ça vous intéresse. Il y a également toutes les plantes à fleurs comestibles, donc comme les hémérocalles, les hostas, l'hibiscus des marais, c'est vraiment des bonnes fleurs. Ça, je vous ai fait une petite sélection de mes préférés. Et ainsi que le gingembre biloga, qui est un gingembre rustique qu'on cultive pour ses grosses fleurs. Voilà, ce qui va être important à retenir au final dans les strates herbacées et les couvre-sols, c'est que c'est souvent les plantes qu'on va mettre à la fin et qui vont demander quand même du temps d'entretien les premières années, car il faudra quand même veiller à ce qu'elles ne se fassent pas recouvrir par les herbacées, les graminées et les plantes spontanées. Donc typiquement, ça demandera du désherbage souvent, mais après, une fois qu'elles ont pris le dessus, alors là, ça ne demande plus rien à part de la récolte. Et on peut également, un point important dans un jardin forêt, c'est également de valoriser ce qui existe déjà. Et donc, toutes les plantes spontanées et comestibles, on peut les favoriser. Typiquement, l'ail des ours peut venir spontanément. Alors là, on peut l'aider à se propager et le favoriser. Pareil pour les orties, si on les aime. Donc là, il y a aussi quelques tubercules. Donc là, j'ai pas fait une sélection, mais dans les plantes vivaces intéressantes, c'est tout ce qui est topinambour, crône du Japon. Les ignmes aussi, il y en a certaines ignmes qui poussent bien chez nous. Mais voilà, il y a le yacon en photo. Voilà, il y a plein de tubercules qui sont souvent des plantes qui justement qui sont intéressantes quand on les récolte l'hiver et qui permettent justement d'arriver à un moment où on n'a plus grand-chose à manger. Et également forcément la pomme de terre, mais elle qui est une culture un peu plus exigeante en temps. Voilà, on arrive un peu à la fin. Et donc, maintenant que vous avez vu plein de plantes et que vous avez eu beaucoup trop d'informations à retenir en une soirée et surtout en une heure, car je vous ai un peu, voilà, je vous ai bombardé, vous rassurez-vous, je vais vous passer des livres qui vont permettre de faire la synthèse de tout ça. Mais quelque chose qui va être intéressant, c'est d'abord, comme je l'ai dit, de favoriser, encore une fois, j'insiste, les plantes à racines nues pour les fruitiers et les arbustes, mais d'aller consulter des bonnes pépinières. Et pour cela, pour les fruitiers classiques, je vous recommande chaleureusement de consulter le label Certifruit de Jean Blou qui permet justement en Wallonie de répertorier tous les artisans greffeurs, donc des pépiniéristes qui greffent eux-mêmes leurs arbres fruitiers et qui revendent des variétés de notre terroir et donc des variétés adaptées à notre climat. Donc ça, c'est vraiment pour les fruitiers classiques. Je vous laisse consulter la plus proche de chez vous et c'est par là que j'irai. Et donc, si vous souhaitez vous lancer, il ne faut pas tarder à commander. Il faut d'ailleurs commander plutôt maintenant, une fois que vous avez un peu repéré les variétés qui vous intéressent. Pour les arbres fruitiers plus rares, là, il y a certaines pépinières. Le bois de Roodbos, près de Bruxelles, qui est vraiment une super pépinière. Là, vous trouverez un peu. Voilà, je vais faire un pub pour plusieurs pépinières, mais là, vous trouverez vraiment plein de plantes hyper rares. Donc, tous les plantes rares que j'ai mentionnés, vous les trouverez là-bas, et également des classiques. C'est vraiment une chouette pépinière. Il y a la pépinière Laprelle pour tout ce qui est légumes vivaces. Eux, ils ont pas mal de choses à ce niveau-là. Il y a de Mooiberboom
qui lui va faire plutôt, qui est un revendeur flamand, mais qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est kaki et mûrier. Donc ça, si vous voulez vous fournir chez lui, c'est vraiment le spécialiste. Il y a la pépinière petits fruits pour tout ce qui est petits fruits. Il s'appelle comme ça, c'est pépinière petits fruits. Et il va vous vendre plein des beaux plantes de bonne qualité. Mais ça, vous pouvez en trouver plus facilement ailleurs. Et il y a aussi également voilà, je ne vais pas vous faire la liste de de Castagne pour tout ce qui est légumes vivaces, c'est en néerlandais, mais c'est vraiment des pépinières qui permettent de poser des plantes qu'on ne trouve pas ailleurs. Pareil pour Wallow Green, qui est un peu un équivalent du bois de Rhodbos. Donc voilà. Il y a également tout ce qui est pépinière en ligne. Ça, je recommande un peu moins, mais il faut avouer qu'il y a des plantes que des fois on ne trouve pas ailleurs, ou des plantes où on n'a pas envie de faire 2 heures de route pour aller la chercher. Et donc, bah voilà, il y a quand même des pépinières qui marchent assez bien, et j'en ai mis trois pour rester impartial. Et voilà, il y en a encore bien d'autres au final. N'hésitez pas à aller voir aussi dans vos jardineries, bien que c'est toujours mieux d'aller dans des artisans, dans des pépiniéristes, et de commander des plants de qualité. Alors pour terminer, hop, Julie va vous poser la dernière question, qui était une petite synthèse des grands principes. Alors là, je vois que vous faites la liste des pépinières. Ecoflora, d'ailleurs, je l'ai pas nommé, effectivement, je l'ai pas mis. Ecoflora, très bonne pépinière. J'aurais dû la mettre. Voilà, c'est une erreur. Alors là, voilà, vous avez une petite question pour voir si vous avez bien écouté, en tout cas pour ceux qui l'ont, avec les différents principes. Alors, cochez les principes, les grands principes du jardin-forêt. Je vais Et peut-être la lire voilà. tout haut, du coup, pour ceux qui n'ont Oui, pas la petite fenêtre. Donc, suite à la présentation, quels sont pour vous les grands principes du jardin-forêt? Première, observer et bien connaître. C'est réponse à choix multiples, donc mettez dans le chat. Première, observer et bien connaître son terrain. Deuxième, collectionner toutes les plantes du monde. Troisième, apprendre à bien connaître le fonctionnement des écosystèmes naturels et des différentes plantes. Quatrième, planter en priorité des plantes productives et demandant peu d'entretien. Cinquième, commencer petit. Sixième, ne plus entretenir son jardin pour qu'il devienne une forêt. Septième, choisir la plante et ensuite l'endroit où la planter. Huitième, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Et neuvième, commencer par planter les herbacées et finir par les arbres. voilà. Ah, ouais. Je vois que c'est aussi dans le chat, ça propos des numéros. Apparemment, le pôle n'est pas. Ben, il faudra qu'on fasse des tests, il n'est peut-être pas accessible facilement à tout le monde. Apparemment, tout le monde ne le reçoit pas, effectivement. Mais On va voilà, élucider ce mystère. je vois quand même les réponses qui apparaissent et je vois que voilà, la plupart ont quand même bien écouté et ont été attentifs. Donc, je vais pouvoir hop, le mettre une dernière fois pour terminer. Donc voilà, les grands principes que j'ai, voilà, c'est pas juste ça, je vous recommande d'aller voir d'autres livres qui feront bien, qui feront la priorité sur. C'est souvent les mêmes, hein. Je reprends ça de sources que je vais donner justement maintenant, mais qui sont vraiment Il y en aurait d'autres, hein. J'en ai choisi cinq, mais qui sont, on va dire, les gros points que j'identifie lorsqu'on fait un jardin-forêt. Alors, pour aller plus loin, justement, ça c'est parce que là, on a eu qu'une heure, bah, 1 heure et demie à peu près, parce que j'adore parler du sujet, donc c'était compliqué de faire qu'une heure. Euh, donc voilà, différents livres. Donc le livre d'abord, la Bible, pour moi, qui est le livre de Martin Crawford, et que je ne sais pas si on le voit à la caméra, en fait, qui est Forêt-Jardin, mais qui est également à la base édité en anglais, et l'inverse pour ceux qui parlent un peu anglais. La version anglaise est bien mieux illustrée et quand même plus complète. Donc ça, voilà, ça c'est juste une remarque, mais le livre en français est également très bien. Et vraiment la base pour en tout cas avoir toutes les plantes qu'on peut mettre dans un jardin-forêt. Ça, c'est vraiment le guide pratique. Toute la dernière partie que j'ai fait, mais également le début, son livre est hyper complet. Il y a également tout ce qui est le jardin de Rémi le livre de ce Rémi Kulik sur le jardin qui fait donc la chaîne YouTube Le Jardin des Merveilles, qui a sorti un livre et qui est également très complet. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le regarder sur YouTube, car il a fait plein de vidéos
qui parle de la propagation des plantes. Typiquement, c'est un point que j'ai pas pu aborder, mais voilà, dans un jardin-forêt, c'est bien d'être autonome, c'est bien de savoir propager ses plantes, parce que ça permet de faire des économies, ça permet de propager le modèle à plus grande échelle. Donc un super livre, une super chaîne YouTube. Pareil pour Damien Decars, avec La forêt comestible. Il a fait plein d'autres livres avec sa chaîne YouTube Permaculture et Agroécologie. Voilà, c'est une super source d'inspiration. Il y a Fabrice Desjours avec La forêt gourmande, qui est peut-être aussi un des meilleurs exemples de jardin-forêt en France. Ben, pas le seul, hein, mais qui est vraiment en tout cas assez exemplaire, et qui a écrit un livre là-dessus, et qui a aussi une chaîne YouTube assez bien illustrée, qui présente des plantes, et voilà, je recommande chaleureusement ces 4 livres. Il y en a d'autres, mais voilà, il fallait bien faire des choix. Pour aller plus loin, il y a également tout ce qui est, donc, comme je l'ai dit, David Holmgren avec le livre Permaculture. Il y a d'autres livres sur la permaculture, mais celui-là, c'était vraiment écrit par un des fondateurs. Et il est long, il parle peu de potager, mais il permet de détailler toute la philosophie de la permaculture, et c'est vraiment un livre quand même très agréable à lire et que je recommande. Et pour aussi aller plus loin dans la troisième partie, avec tous les fruitiers un peu rares et leur culture, ben, il y a le livre d'Helmut Pirk qui fait une encyclopédie des fruitiers sauvages et méconnus, et qui est quand même une belle source pour avoir parlé de tous les fruitiers. Voilà, je vais passer maintenant J'ai terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça a pas, vous n'êtes pas, voilà, que vous n'êtes pas trop fatigué avec toutes les informations que j'ai partagées, mais voilà, c'est un sujet assez vaste et qui pourrait être sujet à d'autres formations. Alors, il y a une formation, et donc ça, n'hésitez pas à le faire savoir si ça vous intéresse, et n'hésitez pas non plus à dire s'il y avait des points à améliorer sur la présentation ou autre. Toute critique constructive est bonne à prendre. Donc, merci pour votre temps d'attention, et je repasse la parole à Julie. Merci Louis, on te sent passionné. Merci beaucoup pour cette jolie formation. Donc, juste avant de passer aux questions-réponses, donc les prochaines formations, on va avoir le 24 septembre, donc dans 2 semaines pile. On va aborder la végétalisation et le fleurissement durable, du coup, dans le contexte de l'adaptation des jardins au changement climatique. Ensuite, on va avoir en octobre tout ce qui est technique de désherbage alternatif aux pesticides. Et alors, seconde moitié d'octobre, on aura la thématique plantation d'arbres fruitiers et de haies favorables à la biodiversité, accompagnée de 2 visites de terrain en complémentaire par rapport à cette thématique de plantation fruitière et de haies. Une visite à Jupy et une visite à Wépion. Il reste des places si vous souhaitez avoir une petite formation de terrain en plus. N'hésitez pas à aller sur la page Adalia, vous aurez toutes les formations. Et alors, avant de partir, si vous pouviez répondre au sondage, je le glisse dans la conversation en plus, donc comme d'habitude. Et ici, ça a d'autant plus son importance que c'est la première fois que cette formation est donnée. Elle est toute fraîchement créée par Louis. Donc voilà, avoir un retour pour voir si on doit l'améliorer. Voilà, c'est très important d'avoir votre retour. Donc n'hésitez pas à répondre au questionnaire. Merci beaucoup d'avance. Alors, on va peut-être voir les questions-réponses avec les Ouais. derniers courageux. Donc, je remonte en commençant par les premières. Euh, C'était par rapport à Florian qui explique qu'il a un saule-marceau qui a poussé au pied de son pommier, à environ 40 centimètres du pied de son pommier, et que sous les conseils d'un ami, il a décidé de le maintenir en le taillant en tétard, en trogne, mais alors à 30-40 centimètres de haut. Mais il dit que chaque année, les rejets dépassent la hauteur du pommier, et il demande s'il n'y aurait pas à un moment un risque de compétition hydrique ou nutritive avec le pommier, qui est à 40 centimètres du coup. À 40 centimètres. Oui. Euh, Effectivement, c'est peut-être un peu proche, quoique. Le problème, effectivement, ça va être là, on arrive à un stade où ça devient peut-être un peu proche si on souhaite la maximisation de la production du pommier. Ce qui peut être intéressant, c'est d'alors de tailler sévèrement l'arbre, mais l'idéal, c'est quand même de les mettre
éloigner un peu plus. Quand il y a si à faire, on aimerait bien avoir les trognes quand même à 1 ou 2 mètres, qu'il y a si pas plus, ça dépend de la taille de la trogne. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est de tailler les rejets de la trogne et de mettre les pieds, tout ce qui est les branches au pied du pommier. Ça, il y aura un point que j'ai pas trop abordé j'ai pas eu le temps parce que je veux pas tout faire. Mais tout ce qui est gestion des matières organiques, c'est vraiment, et on appelle ça aussi en permaculture le chop and drop. Ben, on est aussi en agriculture syntropique, c'est le fait de couper et de laisser sur place. Donc typiquement, tout ce qui est taille de haie, tout ce qui est taille de trogne, au lieu d'aller amener ça, ou même les tontes, au lieu d'amener ça au parc à conteneurs et de perdre du temps et de l'argent, voilà, c'est de récupérer ça et de le mettre, de le composter ou de tout simplement le mettre au pied des arbres fruitiers. Alors dans ce cas-là, je pense qu'il y a moyen de maintenir la trogne, mais pour moi, elle va impacter le pommier. Après, ça dépend ce qu'on cherche, parce que pour la biodiversité, c'est mieux. Par contre, si on veut vraiment maximiser les pommes, oui, c'est un peu dérangeant. Et on peut tailler le saule 2 fois par an, si besoin, jusqu'à un peu épuisement, mais voilà. Ou alors juste garder le tronc mort, c'est aussi intéressant pour la biodiversité. Et, ok, merci. Tant Voilà. qu'on est dans les trognes et les tailles, il y avait une petite réflexion de quelqu'un, parce que tu as parlé beaucoup de taille en tête de chat, du coup, tout ce qui est trogne. Et du coup, on demandait, et donc pas de taille douce pour l'interrogation. Ah bah si, pour les arbres fruitiers, ah, ça, c'est effectivement, on pourrait le mentionner, mais effectivement, la taille douce, évidemment, pour les arbres fruitiers, c'est un must. Par contre, pour tout ce qui est, il y a certaines essences qui s'adaptent, justement, j'avais montré un tableau. Alors, on peut justement, la taille en trognes, au final, ça fait pas mal à l'arbre. En tout cas, je ne pense pas. Et surtout, ça permet d'avoir des arbres des trognes qui ont des fois 500 ans, donc l'arbre peut vivre très longtemps. Et c'est surtout un super refuge pour la biodiversité. Donc, en tout cas, pour les pommiers, pour répondre à la question, pour tout ce qui n'est pas trogne, alors oui, on fait une taille douce, on fait une taille en axe central, et ça, je renvoie vers les formations de mon collègue Bernard et au vu de moi-même à l'occasion. Merci. Une question de Géraldine qui explique qu'elle a commencé son jardin-forêt il y a 2 ans et elle se questionne souvent par rapport à la pollinisation croisée et elle demande si on sait environ quel espace il faut entre deux pieds, voir si ça dépend de la configuration. Voilà, elle dit qu'elle imagine qu'il n'y a peut-être pas de réponse exacte, mais voilà. Donc, au niveau de la pollinisation croisée, vraiment, si j'ai bien compris. Oui. Euh, je sais pas si, je sais pas, en tout cas, tu pourras me dire si je réponds pas correctement, mais à ce niveau-là, j'ai pas bien compris la question en fait. Désolé. C'est donc, attends, je relis. Pollinisation croisée, on peut se permettre un espacement combien de mètres? Ah oui, pour les pollinisateurs, on peut vraiment, ça Oui. peut être long. Franchement, voilà, la distance peut être vraiment large. En fait, ça dépend des pollinisateurs. Et les pollinisateurs peuvent déjà des fois faire 100 mètres, des fois pas. Mais plus on va les rapprocher, plus on augmente la chance d'avoir une pollinisation croisée. Mais au final, le rayon est quand même assez large. Typiquement, pour les pommiers, on dit qu'il faut en planter 2 pour, euh, pour avoir des fruits. Mais si dans votre entourage, ce qui arrive souvent, il y a des pommiers, il y a d'autres pommiers des voisins, bah là, on peut s'épargner le fait de devoir mettre 2 pommiers. Après, voilà, il y a des vérités plutôt compatibles. Mais du coup, pour répondre à la question, il n'y a pas vraiment de. Ça peut aller loin. Je dirais 100 mètres, ça peut encore le faire, mais ça devient limite. Mais plus on rapproche et plus on a de chances d'avoir une pollinisation croisée. Et même avoir plusieurs espèces, c'est toujours l'idéal. Enfin, plusieurs variétés. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la Ouais. question. Une J'espère. petite, ouais, une petite question par rapport aux figuiers. Euh, Est-ce qu'ils sont porte-greffes ou pas? Les figuiers, souvent les figuiers, on va les bouturer. Et donc, on va pas mettre de porte-greffe. Donc, on va les reproduire par bouture. Et donc, contrairement par exemple, les pommiers ou les fruitiers classiques, on va les greffer.
Donc, on va pas c'est des plantes souvent qu'on n'arrive pas à bouturer, mais heureusement, le figuier, comme la vigne et comme les petits fruits, ça fait partie des plantes qui sont extrêmement faciles à bouturer. Et donc, pour le figuier, pas besoin de porte-greffe. On coupe une branche, on la bouture. Il y a des tutos sur Internet euh, ou dans les livres et ça marche très bien. Donc, pas de porte-greffe vu que c'est des boutures, c'est des clones. Juste une petite remarque quand tu citais les arbres et arbustes du coup fruitiers, il y a quelqu'un qui a aussi parlé du grenadier. Voilà, juste signaler qu'il y avait aussi Oui, oui, le grenade. Le le grenadier, grenadier. voilà, bah, il y a des variétés, mais même les variétés les plus rustiques, c'est souvent sous serre de ce que j'ai vu. Et donc c'est compliqué le grenadier. Franchement, ça marche, mais en Belgique, c'est beaucoup de risques. C'est comme les agrumes rustiques. Voilà, et pour ceux qui veulent rentrer dans les plans rares, il y a aussi tout ce qui est agrumes rustiques, comme le yuzu. Il y a tous les fruits, voilà, il y a le livre d'Olivier Biguiot sur les agrumes résistants au froid. Pour en avoir testé pas mal chez moi, c'est quand même compliqué. C'est pas facile, il faut plutôt avoir un jardin de ville. Et d'ailleurs, dans la question, je voyais que. Et donc voilà, donc c'est compliqué. Et d'ailleurs, revenir sur la question au-dessus, par contre, des figuiers peuvent être greffés des fois, ça existe, mais ça sert pas à grand-chose. Voilà. Je pense que c'est quand tu parlais des kiwis et des kiwais, une question, est-ce que, je pense que tu disais qu'ils avaient un caractère à étouffer. Est-ce Mhm. que par hasard, ils étouffent aussi le liseron ou le lierre? Alors, quand je disais qu'ils étouffent, c'est que les kiwis et les kiwais, comme d'autres plantes, sont des plantes volubiles. Donc ça veut dire volubile, ça veut dire quoi? Ça veut dire des plantes qui vont, tel un anaconda qui voudra tuer sa proie, vont grimper en s'enroulant et en serrant. Alors autant, typiquement, le liseron qui est aussi volubile, mais qui est non ligneux, lui, il peut s'agripper autour de plantes sans faire de dégâts. Autant, donc non ligneux, ça veut dire qu'il ne fait pas de bois et il meurt l'hiver. Lui, le kaki, lui, il va faire un tronc qui va s'enrouler autour de l'arbre et qui va à un moment étouffer les arbres. Donc le kiwi et les kiwais n'étouffent que les grands arbres, bah, que les troncs sur lesquels ils peuvent grimper. Et donc c'est pour ça que typiquement, les kiwis et les kiwais, on va plutôt essayer de mettre le tronc sur un support soit sur un support mort, soit sur un support artificiel, parce que voilà, le faire grimper sur un arbre, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Alors, toujours par rapport au kiwai, un retour d'expérience de quelqu'un qui signale qu'il a une connaissance où le kiwai n'a pas du tout été productif depuis 4 ans et donc il est déçu. Mais je pense, Louis, que toi, tu as une bonne expérience. Si je m'abuse, tu m'as fait goûter tes petites kiwai justement. Oui, oui, bah, les kiwis, ça dépend des années, hein, pour moi, c'est comme j'ai pas parlé des pêchers, des abricotiers, des amandiers, qui sont des plantes qui résistent bien chez nous, donc ça vit chez nous. Mais ça fait pas beaucoup de fruits. Bah, le pêcher, à la limite, ça va encore, mais c'est une année sur trois. Pareil, le kiwi, autant des fois on a de la chance, autant ça produit pas. Et surtout le kiwi, un point important, comme je l'ai dit, c'est que moi, j'ai pas beaucoup d'espace, donc j'ai mis des plantes auto-fertiles, donc ça marche. Mais ce qui arrive souvent, c'est qu'on achète des plantes en les pensant auto-fertiles, ou alors on n'a pas fait attention et qu'on a un plant qui est femelle ou un plant mâle, et on n'a pas du coup le sexe opposé qui produit les fruits. Et donc ça, c'est ce qui arrive trop souvent. C'est des gens en pépinière, souvent c'est mal étiqueté. Et alors, soit ils se retrouvent avec deux mâles, soit ils se retrouvent avec deux femelles, et donc ils n'ont jamais de fruits. Donc ça, c'est vrai que les kiwis, c'est un peu et les kiwis, c'est un peu l'aspect difficile. C'est vrai que déjà que c'est une plante qui prend de la place, alors en plus, il faut en mettre plusieurs. Donc voilà, c'est pas facile. Hop. Et Ok. je vois Euh, il y avait la Dis-moi. question sur les hostas aussi. Ouais, La j'allais même, dire, les tu parlais hostas, d'Osta en disant que c'était comestible. oui, bah, ça tombe bien, on va voir la formation fleurissement durable, mais je pense pas que on abordera ça. Mais oui, les hostas, elles sont comestibles. Euh, Elles sont comestibles. Au printemps, on peut les manger comme des asperges. C'est d'ailleurs une chouette plante parce que c'est une plante qu'on trouve facilement. On peut les manger comme des asperges au printemps, ou alors on peut manger également les fleurs. Après, voilà, c'est pas la meilleure plante comestible, mais c'est une bonne. Et surtout, ça s'attaque facilement dans les parterres. Ça peut, comme les hémérocalles, je trouve que c'est encore le désavantage, c'est que quand on les mange comme des asperges, ben, on affaiblit quand même la plante. Et c'est déjà des plantes qui sont quand même fort sensibles aux limaces, donc il faut déjà en avoir beaucoup pour en manger. Mais voilà. En tout cas, les fleurs, ça se mange.
Alors, une autre question, Louis, je pense que tu vas pouvoir renvoyer à l'article que tu as rédigé. On demande si le lierre est un couvre-sol problématique. Ah là. Bah oui, là, je peux juste me contenter. Le lierre, c'est génial. Dans un jardin-forêt, forcément, le lierre, c'est pas une plante productive, pas une plante comestible, et qu'elle soit utile, car on peut en faire de la lessive, mais c'est surtout une plante qui va être utile dans le jardin-forêt, parce que ça permet c'est une super plante pour la biodiversité, et ça va permettre même de grimper à des arbres dans des zones plutôt sauvages, ou sur des murs, et ça permet d'abriter tout un florilège d'espèces qui vont réduire les maladies, manger les ravageurs. Et donc le lierre, c'est vraiment une super plante. Je vous renvoie vers l'article Je l'ai mis dans que le j'avais chat. rédigé pour Adalia. Et Je viens de le voilà, glisser dans le chat. bah voilà. Alors, encore une question par rapport aux dégâts causés aux limaces. Est-ce que toi, tu l'as constaté dans ton jardin-forêt? Que Oui, tu hein, mets de toute en façon, place c'est. Je veux dire, bah, pas au niveau du jardin-forêt en tant que tel, c'est-à-dire que, justement, heureusement que j'avais un jardin-forêt, parce que, bah, heureusement que j'avais des plantes vivaces, parce que tous les potagères que j'ai voulu faire cette année, donc de jardin-forêt, souvent, on fait chaque année pas énormément, mais on fait quelques potagères, parce que c'est quand même, le but, c'est la diversité, et c'est d'avoir des plantes quand même comestibles. Mais cette année, voilà, j'ai les courges et autres, bah, à part des tomates et certaines tomates et d'autres plantes, oui, les limaces, ça fait énormément de dégâts. Mais ça va mieux quand on a des plantes vivaces parce que souvent elles sont quand même beaucoup plus résistantes. Donc, d'où l'intérêt, même pour les limaces du jardin, de la forêt-jardin. Il faut également savoir que les plantes sauvages et vivaces ont souvent des feuilles un peu moins agréables pour les limaces, ou en tout cas, elles savent mieux se défendre que des plantes potagères qui sont vraiment plus fragiles. euh, ok, je pense qu'on arrive doucement à la fin. Et Ah oui, bonjour plutôt une à remarque. Florian, d'ailleurs, Zanata. Ça va pas de te voir ici. Euh, une petite réflexion par rapport aux tailles en tête de chat qui sont trop souvent utilisées par les ouvriers communaux. Effectivement, on en retrouve souvent en bord de route. Oui, on Que leur essaie de dire? sensibiliser aussi par rapport à ça dans le cadre du label Wallonie en flore, qu'on organise chaque année avec des communes qui souhaitent végétaliser de façon durable les espaces verts. Et c'est vrai que c'est une discussion qu'on a souvent avec eux. Mhm. Et pour... Ah, on m'entend? Julie, peut-être. Donc voilà, il y a du travail à faire. Ah, Ah ouais, t'as eu des j'ai petites entendu que coupures, ça avait été un peu Julie. coupé. Mais Mais je te laisse voilà, je répondre dis du qu'on coup. travaille là-dessus, qu'on essaye du moins, dans le cadre du label Wallonie en flore, on essaye d'accompagner les communes par rapport à ça, parce que ce sont souvent des tailles qui sont réalisées par mauvaise habitude et il y a Mhm. toujours Ah, le problème avec les voisinages directs, voilà, mhm. qui ne Les fils souhaitent pas avoir électriques. trop d'ombre sur leur façade, les fils électriques, Oui, oui. ça c'est la petite Après, il faut savoir, parenthèse. il dirait juste que les tailles en tête de chat, si c'est voulu, c'est pas, voilà, ça peut être quand même bien pour la biodiversité. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de temps d'entretien et ça permet de faire de la matière organique. Le plus simple, c'est de faire une trogne avec une seule tête et pas de faire des têtes avec plein de massues. Par contre, ce qui est mal, c'est les tailles vraiment sévères, sans raison, qui ne sont pas du tout des têtes de chat ou des trognes, vu que c'est pas réfléchi. Une petite question par rapport à la vigne, parce que tu parlais tantôt que c'était sympa à faire grimper sur une façade. Est-ce qu'il y a du coup des risques par rapport à la maison en plantant trop près une vigne par rapport au système racinaire Euh, Effectivement, et aux fissures aussi? les vignes, ça a quand même un système racinaire puissant. Après, honnêtement, à moins que vous ayez vraiment, qu'il y ait vraiment quelque chose, un mur peu solide ou vraiment une canalisation à proximité, je pense pas que vous irez. En tout cas, surtout des dégâts dans un jardin forêt, il y a, ben, s'il y a assez de zones à explorer, la vigne, ma foi, il n'y a aucun problème. Littéralement, faut pas la mettre l'idéal, ce que j'ai fait chez moi.
et quand même, pour pas le planter au pied du mur, j'ai décalé le pied, et vu que c'est une plante grimpante, ben, elles sont peut-être à 1 mètre du mur, et vu que c'est une plante grimpante, ben, on l'amène jusqu'à ce qu'elle arrive au mur, plutôt en hauteur. Ça, je pourrais retrouver d'autres photos, mais euh, voilà, c'est tout à fait possible, mais idéalement, donc éloigner quand même un peu pour pas tenter le diable, essayer d'éloigner un peu et ensuite ramener la plante vers le mur. Et alors, dernière question, que penses-tu du Karagana de Sibérie? Le Karagani de Sibérie, je l'avais testé. Honnêtement, c'est bien. C'est pas non plus le meilleur comestible, donc je trouve que niveau comestible, ben, ça marche, mais c'est pas hyper bon. Donc c'est plutôt un peu ben, comme d'autres plantes comme d'autres plantes que j'ai plantées dans mon jardin forêt, des trucs un peu crève la faim parce que c'est bon, mais j'en mangerai pas tous les jours. Après, c'est une plante intéressante et il y a juste les gelées tardives que j'ai déjà eu un peu le problème, mais peut-être que sinon oui, c'est une chouette plante à mettre, mais j'ai pas eu des super retours quand même en Belgique bizarrement. Voilà. Quelqu'un qui dit que ça pousse très bien, Sandrine qui dit que ça pousse très bien chez elle. Ben, tant mieux, parce que c'est un super fixateur d'azote et donc lui, il va Ouais. permettre. Ça, n'hésitez pas à goûter si vous avez déjà mangé les gousses. Après, moi, j'ai pas eu des super retours, mais si ça marche chez vous, vraiment, c'est une super plante. Et c'est une fixatrice d'azote, donc elle enrichit le milieu, donc c'est chouette. Attention à pas la confondre pas confondre le caragagné avec la cytise, hein, parce que ça se ressemble fort et la cytise, c'est mortel. Donc ça, c'est un petit peu d'attention quand même pour les, les gens qui voudraient se tenter à goûter du caragagné. Je ferais bien un minimum, ben, faut être sûr, quoi. Et alors, quelqu'un qui rebondit et qui te demande que penses-tu du Gleditsia? Je sais pas Les si tu prononces bien. Gleditsia, il faudrait que je regarde le nom comme. Je vais regarder, j'ai triché, mais je me sens que c'est des Gleditsia. Ah, les Fivers d'Amérique. Bah, les Fivers d'Amérique, ça par contre, c'est vraiment pas top, hein. Je préfère le Carigagny 1000 fois pour avoir essayé. Au niveau du goût, bah, je pense. Des retours que j'ai eu aussi d'autres personnes. Par contre, c'est une plante qu'on voit de plus en plus dans les centres-villes, donc les féviers d'Amérique, parce que c'est des plantes hyper rustiques dans les sols pauvres. Ça fixe bien l'azote, ça fait un ombrage, ils ont un beau port. Mais voilà, j'hésiterais, surtout qu'en plus, c'est peut-être une plante exotique envahissante dans le sud de l'Europe, et donc avec le climat, peut-être qu'il pourrait devenir exotique envahissant. Et en plus, ça fait des grosses épines, donc c'est pas un arbre facile. Donc voilà. Peut-être pas la plante que je mettrais en priorité dans un jardin forêt. Si j'ai de l'espace. Bien que ce soit un bel arbre. Je préférerais alors, pour avoir des fixateurs d'azote, je n'ai pas dit, mais vaut mieux aller favoriser l'aulne, qui est de chez nous. Voilà, c'est une plante quand même, ou juste des légumineuses indigènes, c'est quand même un peu mieux. Il y a le robinier, mais le robinier est invasif, donc voilà, loin de moi l'idée de le recommander. Ok. Il y a eu plusieurs partages hein, de liens YouTube, de pépinières, de jardins. Ici, je vois encore une vidéo YouTube ouais, qui vient d'arriver. Donc, on essayera de condenser toute cette information pour le transmettre avec la présentation et l'enregistrement dans les prochains jours pour qu'il y ait un page générale d'informations. Mais je pense que voilà, on en a fini pour les questions-réponses. Merci à tous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Je pense que Louis, vous l'avez compris, est assez passionné. Donc, si vous avez des questions après coup, il y a son adresse mail ici sur la Mhm. slide. Il ne faut pas hésiter à le contacter. Ouais. Et, voilà. Merci en tout cas pour tous les partages d'informations aussi venant de votre part. C'est toujours bien intéressant quand il y a des échanges d'informations mutuelles. Merci pour votre participation et bonne fin de soirée, bonne nuit. Merci à tous. Merci à Et à tous. une prochaine. Merci Au pour vos revoir tout le retours. monde. Allez, à la prochaine formation.